parlementaire. Si vous nous rejoignez à l'instant pour une nuit présidentielle, plus de 2 heures de direct, nous sommes ravis de vous accueillir avec Arnaud Ardouin. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Sonia, ravi de partager cette soirée avec vous. Vous êtes en direct sur la chaîne parlementaire. D'abord, évidemment, commençons Sonia, si vous le voulez bien, par les résultats. D'abord, les deux finalistes, Nicolas Sarkozy, 26,1% des voix, selon l'Institut IFOP. François Hollande, vous le découvrez, 28,8%. 8 autres candidats étaient en lice. Marine Le Pen avec 18,5%. Jean-Luc Mélenchon, 11,7%. François Bayrou, 8,8%. Eva Joly, 2,3%. Et puis enfin, Nicolas Dupont-Aignan, 1,8%. Poutou 1,2% et Nathalie Arthaud à 0,6% et enfin Jacques Cheminade à 0,2%. Deux chiffres importants toujours selon l'Institut IFOP, plus de 80% de participation et puis le chiffre il est important, 19,7%, c'est l'abstention, donc moins de 20%. Voilà pour les résultats Sonia. Et tout au long de cette soirée, de nombreux invités politiques vont nous rejoindre ainsi que des éditorialistes, des sondeurs et des politologues pour analyser tous ces résultats et nous projeter dès ce soir dans la nouvelle campagne de second tour qui débute déjà. On va suivre pour commencer les premiers temps forts de cette soirée avec les déclarations des deux finalistes du premier tour. François Hollande depuis son fief de Tulle et Nicolas Sarkozy tout à l'heure depuis le siège national de l'UMP à la Mutualité. On les écoute. Le second fait majeur du scrutin, et il est sans appel, c'est que le premier tour représente une sanction du quinquennat qui s'achève et un désaveu du candidat sortant, dont le discours tout au long de ces derniers mois a fait le jeu de l'extrême droite. Au terme de ce premier tour, je suis le candidat du Rassemblement pour le changement. Ce rassemblement doit être le plus large possible. Il concerne d'abord les forces de gauche et les écologistes, dont je suis aujourd'hui le représentant. Je salue les candidats du premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly. Le 6 mai, je veux une victoire, une belle victoire, à la hauteur de la France, de son histoire et de son avenir. Et pendant tous ces jours qui me sépareront du second tour, je continuerai à rencontrer les Français, à les mobiliser et leur dire la fierté qui est la mienne de conduire cette campagne et qui sera, s'ils en décident, la fierté de conduire le pays comme président de la République. Merci. Les Français ont exprimé un vote de crise, témoignant de leurs inquiétudes, de leurs souffrances et de leurs angoisses face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Ces angoisses, ces souffrances, je les connais. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Elles portent sur le respect de nos frontières, la lutte déterminée contre les délocalisations, la maîtrise de l'immigration, la valorisation du travail, la sécurité pour eux et pour leurs familles. Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, le souci de nos compatriotes de préserver leur mode de vie est la question centrale de cette élection. Voilà, avec nous en plateau pour débattre, analyser, décortiquer évidemment ces résultats et puis ces réactions. 4 invités. D'abord Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de l'IFOP. On reviendra sur les sondages, sur les chiffres évidemment. Face à vous, chroniqueur ici sur Public Sénat, Jean-Louis Gombault, bonsoir. Bonsoir. Hubert Coudurier est à vos côtés, en tout cas face à vous, directeur de l'information du journal Le Télégramme. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Et puis enfin avec nous, Denis Jambard, journaliste, chroniqueur sur la chaîne parlementaire. Merci à vous 4. On va débattre, on va ausculter les chiffres. D'abord, on va tout de suite de l'UMP avec Germain Drieux. Il nous entend. Voilà, quelle est l'ambiance? Alors l'ambiance est compliquée, il n'y a plus personne. Un petit mot, l'analyse peut-être?
Oui, je vous entends bien. Effectivement, comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a plus beaucoup de militants ici à la Mutualité. Tous les militants se sont en allés après les derniers mots de Nicolas Sarkozy. Alors, on ne va pas se le cacher, les militants nous disaient clairement, bien sûr, on aurait préféré la première place. Néanmoins, pas question de se tarder sur cette deuxième place, sur ces résultats du premier tour. Et pas question non plus de se laisser déstabiliser par les sondages qui, à répétition, laissent entendre que François Hollande gagnerait largement ce second tour. Les militants veulent croire que dès demain commence une nouvelle campagne, une dernière ligne droite pendant 15 jours. Ils ont beaucoup applaudi cette proposition, Nicolas Sarkozy, d'organiser 3 débats pendant l'entre-deux tours, car ils croient que Nicolas Sarkozy a encore une petite chance en face à face avec François Hollande, projet contre projet. Dès demain, la campagne continue. Nicolas Sarkozy devrait se rendre dans la région de Tours pour un meeting, le premier meeting de l'entre-deux tours, près de la région de Tours. Merci beaucoup Germain Andrieux. On précise que d'ores et déjà François Hollande a rejeté cette idée de 3 débats et on va rejoindre tout de suite Ruth Solferino au siège du Parti Socialiste. Michael Samès, je crois que l'ambiance est tout autre et on voit du monde encore. Michael. Oui, encore un tout petit peu de monde, Sonia, même si on commence à ranger aussi les petites affaires, les caméras, les journalistes et leurs stylos, tout le monde commence à ranger tout ça parce qu'il y a eu de la pluie et beaucoup de vent alors que la rue de Solferino avait été coupée à la circulation, que des écrans géants avaient été mis en place, qu'il y avait énormément de monde, des centaines de personnes avec des drapeaux criant François Hollande président et puis la douche pour tout le monde, c'est-à-dire de la pluie et du vent. Mais ici, politiquement parlant, le message est rien n'est gagné. Même si François Hollande arrive en tête lors de ce premier tour, l'heure est à la mobilisation et dès demain, François Hollande sera de nouveau sur le terrain. Et nous avons discuté tout à l'heure avec des conseillers de François Hollande qui nous ont dit que la stratégie de ce deuxième tour sera à la remobilisation à l'aile gauche, car il va falloir aussi aller chercher les personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, les abstentionnistes, et puis ne pas oublier pour ceux qui ont voté pour le Front National. Ils sont une grande partie, plus de 18% des Français. Et dès demain, le Parti Socialiste va organiser des grands rendez-vous de porte-à-porte pour aller convaincre ces Français qui ont voté Front National qu'il est l'heure de voter pour d'autres personnes, pour un vote de l'espoir. Voilà ce que nous ont dit les conseillers de François Hollande. En tout cas, ici, rue de Solferino, l'heure est tout de même à l'optimisme. Merci Michael Zamès. Alors on ne va pas faire un point météo évidemment sur les giboulées rue de Solferino. Frédéric Dabi, juste un mot ce soir pour ceux qui nous rejoignent et qui prennent en cours ces résultats. Est-ce que ce soir ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont participé, c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait résumer comme ça synthétiquement le... Je ne dirais pas ça de prime abord. Oui, la participation est plus forte que ce qui avait été prévu. Ça rompt le cycle abstentionniste que connaît le pays depuis la dernière élection présidentielle, puisque à chaque scrutin depuis le début du quinquennat, des records d'abstention ont été battus. Le fait majeur, c'est quand même quelque chose de fait historique sous la Ve République. Premièrement, le président sortant sollicitant un nouveau mandat devant les Français n'arrive pas en tête au soir du premier tour. Deuxièmement, c'est une continuité avec les élections régionales où on avait observé au premier tour un score historiquement bas pour la droite parlementaire. Là, on est, lorsqu'on additionne les votes en faveur de Nicolas Sarkozy et de Nicolas Dupond-Aignan, représentant, si je puis dire, la droite parlementaire, on a un score plancher de historiquement bas, quand dans le même temps, les 3 candidats de gauche parlementaires progressent de 12 points par rapport à la dernière élection présidentielle. Il y a aussi, bien sûr, vous l'avez dit, oui, Marine Le Pen, qui fait un score un peu moins fort que ce qui avait été dit dans les premières estimations, qui serait à 18% et qui ferait 1 point de plus que son père en 2002. Annoncé à 20%. Important à l'instant, d'ailleurs, Laurent Fabius dit qu'il faut essayer d'entendre ce que signifie ce score. Hubert Coudurier, que signifie ce score le péniste en 2012? Est-ce que c'est encore un vote protestataire? C'est toujours un vote de protestataire. Ce qui apparaît évident, c'est que la stratégie du conseiller de Nicolas Sarkozy, M. Buisson, a montré ses limites. En tout cas, elle n'a pas permis de réduire le Front National comme elle l'avait fait en 2007. Ce qui a montré aussi ses limites, ce sont les fanfaronnades du président de la République. Quand il disait « je vais l'exploser », il espérait être à 30%, il a beaucoup parlé, puis finalement le résultat le remet dans la réalité. Maintenant, il est certain que la France est en crise. Aucun dirigeant occidental n'a résisté à une crise de cette nature. Et puis la droite est au pouvoir depuis 10 ans. Vous êtes en train de nous dire que c'est normal, tous les exécutifs sortants européens sont sortis? Bien écoutez, on va voir, puisque de toute façon rien n'est joué pour l'instant. Et il y a encore un petit peu de suspense, puisqu'on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer, la manière dont Nicolas Sarkozy va essayer de retourner la situation. Mais enfin, jusqu'à présent, la droite, et depuis le début de son mandat, a perdu toutes les élections intermédiaires, et on vient d'en voir encore une confirmation.
Oui, Jean-Luc Gombois, un petit mot sur cette question. La crise, elle aurait eu un rôle, enfin, elle aurait pu avoir un rôle important dans ces résultats. C'est votre analyse aussi? M. Sarkozy vient juste de le dire, un vote de crise. C'est vrai que l'importance du vote Marine Le Pen est sous-estimée. Puis l'importance du vote Mélenchon, ce sont des votes de crise. Mais pourquoi les gens se retournent plus vers Marine Le Pen que vers Jean-Luc Mélenchon, alors que tous deux sont quelque part opposés à la crise et dont on en subissent un certain nombre de conséquences? Je pense que le vote pour Jean-Luc Mélenchon n'apparaît pas, disons, dans une construction politique à terme solide. Alors que le vote Le Pen peut peut-être apparaître comme un vote dans une construction politique à terme. C'est-à-dire qu'on peut parier sur l'éclatement de la droite devant les difficultés actuelles de M. Sarkozy et dans lequel le Front National pourrait avoir une place. Un vote ancré en quelque sorte. Alors que le vote de Jean-Luc Mélenchon n'a pas dû apparaître comme un vote véritablement utile, alors que le vote pour Mme Le Pen a pu apparaître comme quelque chose qui pourrait avoir une perspective. Alors que dès le départ, quand même, M. Hollande a dit qu'il ne négocierait pas avec M. Mélenchon, que quelque part son programme était à prendre ou à laisser, pendant que M. Sarkozy, lui, reprenait quelques aspects quand même des éléments développés par Mme Le Pen. Ce qui explique, à mon avis, la raison pour laquelle elle arrive à 18 et que lui, il fait un score qui est encourageant pour lui par rapport à ses objectifs de départ, mais par rapport à ce qu'on avait vu les dernières 15 jours, est plutôt décevant. Denis Jambard, on est déjà tard dans la soirée, on peut déjà commencer à parler des stratégies de second tour, projet contre projet, ou plus personnalité contre personnalité, comme semble vouloir l'esquisser ce soir Nicolas Sarkozy? Mais je voudrais un peu, enfin je ne partage pas tout à fait l'analyse de Jean-Louis. Je ne suis pas sûr que les gens votent pour Marine Le Pen parce qu'elle offre une perspective de construction politique, elle n'a pas d'alliance possible et donc elle va certes faire exploser la droite et pour le moment elle représente plus le chaos. Je crois qu'il faut attendre quand même l'analyse électorale, département par département, région par région. Je pense que la géographie électorale du Front National a bougé, que ça ne recouvrera sans doute pas les zones dans lesquelles son père obtenait les suffrages qu'il obtenait. Et si j'ai une intuition simplement, c'est pas une explication, mais une intuition, je pense que le vote de Marine Le Pen concerne plutôt l'électorat désespéré, qui n'a plus d'emploi, et que le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon sont des gens qui ont encore un emploi mais qui ont peur de le perdre. Frédéric Dabi, c'est votre analyse aussi? Oui, je partage complètement et c'est corroboré par un sondage IFOP pour la chaîne parlementaire, également pour Europe 1, où nous avons interrogé plus de 3500 électeurs sur leur motivation du vote. Et la première question sur le profil de l'électorat, on voit comment Marine Le Pen a élargi la sociologie classique du Front National. Elle est première chez les ouvriers, bien sûr. Elle fait un score assez important chez les jeunes. Mais surtout, elle a percé dans la France du travail. C'est-à-dire qu'elle a percé dans un électorat qui est un électorat salarié, de la catégorie générationnelle des 35-49 ans, les salariés les plus actifs. Et c'est cette France du travail qui fait très chèrement payer à Nicolas Sarkozy son bilan. Et elle et François Hollande devancent dans cette enquête IFOP Nicolas Sarkozy dans cette France du travail. À Nicolas Sarkozy, il ne reste que la France de droite traditionnelle. Il fait un très bon score chez les personnes âgées, chez les artisans, les commerçants, mais il est resté à ce réduit des segments de droite traditionnels. Justement, messieurs, en fonction de ce que vous nous dites, je reviens à ma question sur les stratégies de second tour, parce que je pense qu'on peut en parler dès ce soir, et les candidats y sont déjà et se préparent dès demain avec leur conseil politique. Denis Jambard, qu'est-ce qui va s'esquisser? Quelles sont les deux stratégies? Moi, je crois qu'il fallait écouter très attentivement ce que déclaraient ce soir à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il est clair, quand on regarde ce résultat électoral, que Nicolas Sarkozy n'a pas d'autre choix, finalement, que d'aller chercher les voix lepénistes, puisqu'il faut quand même rappeler que François Bayrou a un score en dessous des deux chiffres, à 8,9 ou 8,7. Voilà, c'est donc un échec. Et que la réserve de voix, mais il faut aller la chercher là. D'autant qu'il n'y a pas tellement de réserve de voix chez les abstentionnistes, puisqu'on a eu un gros taux de participation dans cette élection. Donc on peut imaginer qu'il va mener une campagne très à droite, qui est au fond en harmonie avec le discours qu'il a tenu. Plus que celle du premier tour? Oui, parce qu'au premier tour, il est parti très à droite, mais à un moment donné, il est allé vers le centre et il a un peu zigzagué, si vous voulez. Et là, je crois, à l'entendre ce soir, que le cap est pris.
on va aller chercher les voix du Front National. Mais clairement, ça ne suffira pas. Alors, notre dispositif propose des webcams avec des patrons de presse. Hubert Coudurier, vous n'allez pas être dépaysé. Nous sommes avec Jean-René Laure, directeur de la rédaction de Nord-Éclair. Justement, on parlait du vote Front National. Vous nous entendez, Jean-René Laure? Est-ce que vous nous captez bien? Oui. Jean-René, d'abord un petit mot, parce que ça rejoint ce que disait Frédéric Dabi de l'IFOP. Comment on a voté dans le Nord? On a beaucoup voté, un peu moins qu'au niveau national, mais cependant beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a une déperdition de participation dans les grandes villes comme habituellement, mais le taux de participation est tout à fait honorable, de l'ordre de 79% sur l'ensemble de la région. Et concernant le Front National, Jean-René Laure, puisqu'on l'évoquait sur cette question du vote. Sur le Front National, évidemment, ça a beaucoup voté Front National. Marine Le Pen arrive en deuxième ou troisième position sur l'ensemble de la région. Ce n'est pas encore, c'est vraiment au coude à coude avec Nicolas Sarkozy. Par contre, il est évident que sur le Pas-de-Calais, là, elle arrive largement devant Nicolas Sarkozy. Derrière, certes, François Hollande, mais avec 25,50% des voix sur l'ensemble du département. Voilà, alors, c'est évidemment le département de son fief, de ce qu'elle veut considérer comme son fief et un peu sa base de lancement, quoi. C'est Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, elle arrive en tête, avec 35,50% des voix. Elle devance Hollande de 9 points pratiquement. Et puis Sarko est à 15,60%, 76%. Et là, manifestement, Mélenchon n'a pas réussi son combat contre elle, puisqu'il est à moins de 12%. Merci beaucoup. Et en même temps, merci, on découvre à l'écran, voilà votre une, le titre « Place au duel Hollande-Sarkozy avec la surprise Le Pen ». Avant de rejoindre la rédaction avec Caroline Deschamps, juste un mot, Hubert Coudurier, sur Marine Le Pen. Est-ce que c'est la surprise, comme le titre Nord-Éclair, ou est-ce que c'est le mini-tremblement de Marine Le Pen ? Oui, c'est une surprise parce qu'on avait l'impression que d'abord elle avait raté son débat contre Mélenchon en restant un peu et puis on avait le sentiment également que ses propositions sur la sortie de l'euro l'avaient plutôt pénalisé. En fait, pas du tout. On a un score aujourd'hui équivalent à ce qui se passe dans les autres pays voisins, c'est-à-dire que l'extrême droite a pris tellement d'importance qu'elle déporte la droite traditionnelle et Nicolas Sarkozy a été obligé d'en tenir compte et d'intégrer ça parce qu'on parle de l'échec, et je le disais tout à l'heure, de la stratégie de Buisson, mais on peut se demander ce qu'aurait été le score de Nicolas Sarkozy s'il n'est pas mené ce type de campagne. Et de toute façon, Denis Jambard l'a dit, il fera la même campagne au second tour. Il l'a dit tout à l'heure dans sa déclaration. Sous-estimer le vote FN, en deux mots, parce que ça avait été un débat d'avant-premier tour, les sondeurs disaient on a sous-estimé ou on sous-estime. Je dirais qu'il a été moins sous-estimé que par le passé, parce que la dissibilité du vote Marine Le Pen est plus forte. Par ailleurs, de plus en plus de gens reconnaissent avoir voté pour Jean-Marie Le Pen ou pour le Front National dans le passé, mais c'est vrai que peu de sondages ou aucun sondage avait placé Marine Le Pen à 18,5 quelques jours avant le premier tour. L'IFOP l'avait placée à 16,5. Alors nous allons rejoindre notre rédaction, on va retrouver Caroline Deschamps, notre spécialiste web. Nous allons parler, Caroline, des réseaux sociaux où l'on parle encore de Marine Le Pen, je crois. Oui, Sonia, mais surtout c'est la déception puisque les politiques tweetent assez peu ce soir. Ils sont trop occupés à aller courir les plateaux télé. Pas un tweet de Ségolène Royal. Heureusement, Éric Besson fait figure d'exception à la règle. Le ministre Twitto file la métaphore footballistique pour commenter les résultats. Il écrit « Le match va être serré, deuxième mi-temps très intéressante en perspective. C'est jouable pour Nicolas Sarkozy ». Alors globalement, les tweetos, là, 23h33, live tweet la soirée électorale sur les différentes chaînes de télé, commentent les interventions des politiques, comme Nicolas qui écrit « Xavier Bertrand, NKM et Copé bloquent tous sur le droit de vote des étrangers. C'est donc ça l'axe de campagne de deuxième tour pour l'UMP ?» interroge-t-il. Alors Ramayad, qui ne laisse jamais indifférente, est beaucoup commenté également sur le réseau, souvent de manière très négative sur Twitter. Capone 30 écrit « Ouch ».
Ramayad, les Français s'inquiètent du précariat dans la société et elle met comme mot-clé bravitude. Les interventions d'Henri Guénaud sont aussi largement relayées et notamment ses déclarations sur la viande halal qui selon lui est un thème intéressant. Aymeric Pontier écrit le nouveau film d'horreur qui va vous faire trembler, la viande halal, le retour en exclusivité pendant 2 semaines. Voilà Sonia, les twittos attendent autre chose de ce deuxième tour. Merci beaucoup Caroline Deschamps. On reviendra vers vous tout à l'heure, tout au long de cette nuit présidentielle qui se poursuit ce soir sur les chaînes parlementaires avec nos invités politiques qui nous ont rejoints. Je vous les présente avec plaisir. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénatrice socialiste et ancienne ministre. Avec nous également la secrétaire d'État à la Santé, UMP, Nora Berra, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue le député du Front de Gauche, Jean-Pierre Brard, bonsoir. Bonsoir. Et le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, Valéran de Saint-Just, bonsoir. L'un des porte-parole, on en a beaucoup. On est ravis de vous accueillir. Bienvenue à vous, Marie-Noëlle Lienemann. Quel est votre état d'esprit, vous qui représentez la gauche du PS ? Mon état d'esprit est un état d'esprit de combat, car rien n'est jamais acquis dans une élection. Même si le socle de François Hollande qui est en tête, et ce qui est quand même assez rare pour les présidents sortants, Nicolas Sarkozy est un des premiers présidents à être en 2e position en étant sortant, ce qui est quand même un signe d'indication. Mais moi je retiens le socle de François Hollande, je retiens le fait que l'ensemble des forces de gauche ont un seuil de voix qui est positif et qui permet d'espérer la victoire. Mais nous savons aussi que, et d'ailleurs il suffit de le voir avec toute une série des votes, beaucoup de nos concitoyens sont inquiets devant cette crise, attendent des solutions, ont envie du changement. Et il faut maintenant que notre candidat et nous-mêmes, nous les convainquions du contenu de ce changement. Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez bien, a appelé clairement à battre Nicolas Sarkozy le 6 mai, mais il n'a pas prononcé le nom du candidat socialiste, François Hollande. Pourquoi c'est difficile? François Hollande. Je pense que mon ami Brard pourra répondre, mais j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, non pas dans sa déclaration officielle, mais interrogé par la presse qui se faisait un peu plus pressante sur ce point, dire qu'à l'évidence, si on voulait battre Nicolas Sarkozy, il fallait voter François Hollande. Alors ne rajoutons pas... Je ne crois pas que dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, comme dans l'électorat de gauche en général, il y aura la moindre hésitation pour voter pour François Hollande. Juste Nora Berra, on va donner la parole à Jean-Pierre Brard pour savoir effectivement pourquoi François Hollande a disparu du discours de Jean-Luc Mélenchon. Mais quel est votre état d'esprit ce soir? Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy a, avec les chiffres évoqués il y a quelques minutes, qu'il a déjà perdu la bataille? Certainement pas. Moi, je ne fais pas du tout la même lecture que Madame Lienemann. Et d'ailleurs, de la part de vos collègues également, dire que Nicolas Sarkozy est désavoué, c'est tout le contraire. S'il avait été tant désavoué, il ne ferait pas ce si beau score. Au premier tour, oui, moi je trouve que c'est un score... Vous vous contentez de peu. Non mais écoutez, laissez-moi terminer. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays européens, on voit que les gouvernants ont tous été balayés. Tous ceux qui ont gouverné n'ont pas été reconduits, ont été rejetés par leur population. Qu'est-ce qui se passe en France? Au contraire, alors que vous dites que Nicolas Sarkozy est déjugé, moi j'observe au contraire que 27% selon les sondages, 27% de Français adhèrent aux propositions de Nicolas Sarkozy, au programme de Nicolas Sarkozy, et ça représente en rien un rejet. Donc surprise par le score, vous dites ce soir un peu surprise finalement. C'est pas une surprise. Non, mais... Enfin, en tout cas, de notre point de vue, ce n'est pas une surprise. Moi, ce que je constate et ce que je voudrais vous faire partager avec vous, c'est que ce discours qui consistait à dire que Nicolas Sarkozy, qu'il y avait une volonté de gauche dans ce pays, eh bien aujourd'hui ne s'observe pas. C'est pas le cas aujourd'hui. Qui sourit beaucoup à vos côtés, mais c'est une réalité en Europe. Tous ceux qui ont traversé cette crise ont été balayés, en tout cas mis à mal dans leurs différents résultats électoraux. Non, pas tous. Merkel, un exemple par exemple, alors résiste très bien. La chancelière allemande. Les élections ne sont pas encore venues. Elle n'a pas de problème. C'est à venir. Mais il y a quand même une chose qu'il faut remarquer, même si je suis du Front National, je peux le dire. Nicolas Sarkozy voulait nous tuer. C'est ce qu'il voulait faire en 2007. Et là, nous sommes entre 18 et 20%. C'est encore un signe. 10% en 2007, 10,7% en 2007. C'est double. Et il voulait nous tuer. C'est encore un signe de son échec total. Ce monsieur a tout raté.
et son score est assez lamentable, et c'est l'exemple qu'il a tout raté, il notamment a simplement protégé les Français jamais pendant pu 5 empêcher, ans. d'avoir jamais pu La empêcher. situation en 2007 et en 2012 n'est absolument pas la même. Il n'y avait pas de crise en 2007. Non, mais la crise, en madame, 2012, la crise, il y a vous vous en gargarisez, vous vous cachez derrière la mais crise. Pas du tout, vous êtes responsable, mais vous êtes responsable, Nicolas Sarkozy, et vous sont responsables pour une grande partie de la survenance de cette crise et de la façon dont a été traitée cette crise. C'est absolument et puis évident. Nicolas Sarkozy c'est ce que les Français vous disent de la crise, elle est européenne, mais même au niveau européen et au niveau mondial. Nous sommes avec cette nuit présidentielle. Il y a une seconde campagne qui va s'ouvrir, qui s'ouvre déjà. Je dirais que elle sera vraie campagne. Ah, donc elle sera plus encore à droite, cette vraie campagne? Non, mais il n'y a pas une campagne de droite ou de gauche. Il y a une campagne au cours de laquelle Nicolas Sarkozy, le président candidat, s'adresse aux Français. Et il répond aux préoccupations des Français. Mais avec quel thème? Quand ce soir, il rappelle Schengen, quand il rappelle l'immigration, est-ce que... Regardez les enquêtes d'opinion des Français et regardez sur quel sujet ils sont préoccupés aujourd'hui. Donc ils répondent. Les Français s'expriment aujourd'hui largement en faveur de Nicolas Sarkozy, même s'il arrive en second rang, il répond justement grâce justement à cette volonté qu'il a de proposer les solutions aux Français. Vous avez été très critique sur les apéros saucissons pinards de certains députés UMP. Comment vous regardez le positionnement de Nicolas Sarkozy, finalement très à droite? Vous le soutenez dans cette stratégie, cette logique-là? Mais il n'y a pas de stratégie de droite ou stratégie de gauche. Aujourd'hui, il s'efforce de proposer des solutions aux Français sur des sujets qui les préoccupent. C'est cette souffrance. C'est raté. Écoutez, c'est très intéressant ce que nous voyons, parce que vous avez Madame Nora Béra et le représentant du FN qui mangent dans le même fromage. Madame Béra soutient cette politique qui a fait 5 millions de chômeurs, plus de 8 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Et puis, il y a ceux qui mangent dans la gamelle, c'est le Front National. Alors, vous parliez et dont vous avez dit d'ailleurs, les journalistes à tort, ce soir, qu'il y a un bond en avant du Front National. Non, le Front National, pas votre avis ? Non. Marine Le Pen a gagné 1% sur le score de Jean-Marie Le Pen en 2002. Je suis étonné que ce petit 1%, vous ne compariez pas au plus 10% de Jean-Luc Mélenchon si vous comparez le score de Jean-Luc Mélenchon avec celui que notre candidate Marie-Georges Buffet avait réalisé. Sûr, l'écart est énorme. Et oui, mais alors il faut le dire. Il faut le dire. Et alors, attendez, je voudrais terminer. Oui, coup de balai, avez-vous dit, en fin de compte, dans les autres pays européens. Mais attendez, le coup de balai, c'est pour le 6 mai. Et ce coup de balai, nous allons y contribuer avec énergie, sans état d'âme, pour débarrasser la France de ce président qui nous a agenouillés, qui nous a abaissés, qui a humilié des milliers de Français pour lesquels, et Madame Nora Béra ne les connaît pas, Madame Nora Béra ne les connaît pas, et comme Nicolas Sarkozy, elle veut nous empêcher de nous exprimer, mais elle n'y parviendra pas. Ces millions de Français pour qui la fin du mois commence le 10. Et quand vous dites que les Français, vous avez travaillé pour les Français, oui, vous travaillez pour les Français, pour les riches, ceux du Fouquet's. Nous ne défendons ceux qui souffrent. Messieurs, vous connaissez bien l'endroit où on va aller. Nous allons aller à la place Stalingrad, où a parlé tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon. On rejoint tout de suite Pierre-Henri Gergonne. J'imagine que la place s'est un peu vidée, mais vous avez dû voir des électeurs du Front de gauche, Pierre-Henri. Est-ce qu'ils vont voter Hollande au second tour parce que c'est la fameuse discipline républicaine, ou est-ce que c'est plus complexe? Il va y avoir une adhésion, selon vous? Ah ben écoutez, je ne suis pas là pour lire dans les boules de cristal, mais j'ai écouté tout à l'heure ici, place Stalingrad, Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez écouté d'ailleurs en direct sur notre antenne des chaînes parlementaires. Jean-Luc Mélenchon qui clairement a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, mais sans donner explicitement le nom de François Hollande. C'est une phrase qui a été beaucoup commentée ici, place Stalingrad. Alors, quant à savoir si les reports de voix entre les électeurs du Front de gauche vont bien s'établir vers François Hollande le 6 mai, eh bien, on verra. Et il y a également une autre phrase importante, à mon sens, de Jean-Luc Mélenchon qui a été prononcée ce soir,
c'est cet appel à la mobilisation pour le 1er mai, c'est-à-dire avant le 6 mai. Jean-Luc Mélenchon a incité ses troupes fortement avec beaucoup d'ardeur à aller défiler derrière les syndicats. C'est une manière aussi de mettre, en tout cas de conserver cette pression qu'il entend mener contre, en tout cas vis-à-vis du Parti socialiste et de son candidat François Hollande. Alors que faut-il retenir au-delà de ça, de cette soirée? Eh bien, c'était une soirée militante, place Stalingrad. C'est ici même qu'en juin dernier, en juin 2011, Jean-Luc Mélenchon avait très officiellement fait son premier meeting de campagne. Alors ce soir, quand je discutais un peu avec les militants présents ici à Paris, dans le 19e arrondissement, eh bien, on sentait quand même une certaine amertume, une certaine déception. D'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon a perdu son duel vis-à-vis de Marine Le Pen. Il n'a pas réussi à être le 3e homme de ce premier tour de l'élection présidentielle. Alors tout cela laisse évidemment un goût d'amertume. On l'a bien constaté ce soir lorsque sur les écrans géants qui étaient encore derrière moi il y a quelques minutes, on voyait les représentants frontistes, les responsables du Front National s'exprimer. Eh bien, ce n'était que des huées qui les accueillaient ici, place Stalingrad. Il n'empêche, avec 11% des voix, et l'un de vos invités le rappelait tout à l'heure sur le plateau des chaînes parlementaires, eh bien, Jean-Luc Mélenchon fait mieux, fait beaucoup mieux que Marie-Georges Buffet en 2007. Ces 11%, il entend bien les faire fructifier. Reste à savoir comment, maintenant, quelle forme va prendre dans les semaines, dans les mois à venir, ce front de gauche. Sur cette question, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup d'ambition, mais il faudra compter avec le Parti communiste qui, lui, n'entend pas perdre son âme dans cette affaire, Sonia. Voilà, merci. Vous étiez en direct de la place Stalingrad. Frédéric Lefebvre nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Secrétaire d'État en charge du tourisme, des PME, de l'artisanat. Vous êtes un proche de Nicolas Sarkozy. Comment vous analysez les résultats, puisque le débat a déjà commencé? On a parlé beaucoup de Marine Le Pen. On a parlé du très bon score comparé à celui de Marie-Georges Buffet, de Jean-Luc Mélenchon en 2012. Comment vous regardez ces chiffres ce soir et les chiffres et les résultats de Nicolas Sarkozy? Vous savez, d'abord, ce soir commence en réalité la vraie élection présidentielle. Tout commence, comme a conclu le président de la République dans son intervention tout à l'heure. Toujours pour une raison. Frédéric Lefebvre. Je le connais bien, vous savez, s'il commence à m'interrompre dès le début de ma phrase... C'est le jeu, Frédéric Lefebvre. C'est un débat. Vous savez, je le connais bien. Il se trouve que nous avons siégé à l'Assemblée nationale ensemble et que plutôt face à face. Plutôt face à face, et que de surcroît, quand je conseillais Nicolas Sarkozy, il était parlementaire. Donc je sais que si, à un moment, vous ne lui envoyez pas un signal, il va m'interrompre à peu près à chaque demi-phrase. Alors, votre analyse est... Venons à l'essentiel. Voilà, venons à l'essentiel. La défaite annoncée. Tout commence ce soir, dites-vous. Tout commence ce soir, pour une raison assez simple. C'est que, depuis quelques semaines, chacun l'a vu, Nicolas Sarkozy était la cible de 9 candidats. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'il y a 2 candidats. Il y a François Hollande, il y a Nicolas Sarkozy. Et les Français vont avoir à choisir. Ils vont avoir à trancher. Et d'ailleurs, pour ce faire, ils ont besoin de vérité et de clarté. C'est la raison pour laquelle le président de la République a proposé, vous le savez, ça a été refusé, 3 débats. Mais ça a été refusé. Pourquoi ça a été refusé, mais je serais intéressé. Mais je serais intéressé de connaître l'avis des Français. Parce que voyez-vous, j'ai le sentiment à les entendre et à les rencontrer sur le terrain très régulièrement. J'ai le sentiment que les Français, depuis le début de cette campagne, attendent que nous parlions d'un certain nombre de sujets qui les intéressent au quotidien. Or, un débat, vous savez, ça permet d'éclairer. Ça permet justement, quand vous avez un débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, vous le savez, est un homme qui n'a aucune expérience. Non, on ne le sait pas, c'est vous qui dites. Vous dites, vous le savez. Vous le savez, pardonnez-moi, mais... Hélas, avec Sarkozy, regardez, on a l'expérience. François Mitterrand, arrêtez les souffrances. Dont il était proche, c'est son mentor, nous dit-il, n'a jamais considéré que la confiance entre eux était telle qu'il puisse lui confier un poste au gouvernement. De la même façon, pendant cette campagne, savoir de ce que pensait François Mitterrand, il n'y a pas eu un contact entre François Hollande et un chef d'État ou un chef de gouvernement dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut alors dire ça, c'est le procès en incompétence qui reprend.
Peut-être que vous faites être parler quand même. Voilà. Alors moi, je veux dire deux choses. Je veux dire, je comprends bien que M. Lefebvre ne veuille plus parler du premier tour, puisqu'il vous dit tout commence. Pour une raison simple, c'est que ce premier tour, il a donné un signe politique majeur, qui est la défiance vis-à-vis de l'actuel président de la République et la volonté de changement de nos concitoyens. Et il veut faire comme si tout cela n'avait pas existé. D'ailleurs, Sarkozy est un grand spécialiste de ça, puisqu'il change tous les quarts d'heure. J'ai changé. Un jour, il dit que l'accord avec Mme Merkel est très bien, après il veut revenir sur Schengen, etc. Tout à l'heure, ce qu'a dit Mme Nora Berra est aussi très révélateur. Ça n'est jamais de notre faute. C'était la thèse de l'UMP de Nicolas Sarkozy. C'est la crise. Mais enfin, la crise, il y a eu des choix européens. Il n'était pas obligé de suivre Mme Merkel dans cette politique qui nous a amenés dans le mur. Il faut parler des vrais sujets, avec le fait. Mais je parle des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est par exemple le pacte productif. 700 000 emplois industriels qui ont disparu en 10 ans et une bonne partie sous Nicolas Sarkozy. Comment pouvons-nous réindustrialiser la France? Il y a des propositions. François Hollande fait des propositions. Il fait des propositions sur la banque d'investissement, il fait des propositions sur comment on peut lutter contre les licenciements quand il y a eu des profits boursiers, il fait des propositions pour obliger les reprises. Donc, ces sujets-là, effectivement, doivent être au cœur de cette campagne, car on ne peut entendre quand même que dans la colère et dans les votes qui ont eu lieu, le monde ouvrier, par exemple, ou le monde qui ont été confrontés à cette perte d'emploi industriel, a besoin de réponses et de changements. Ceux-là, ils ont voté, il a pu voter Front National, il a aussi voté pour les amis de Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc moi, je pense que nous sommes en situation de présenter aux Français une politique de changement qui rassemblera très massivement celles et ceux qui ont donné la parole à Valérie critiqué Nicolas Sarkozy et attendu le juste un tout petit mot, puis ensuite un duplex, comme on dit. On me dit toujours un tout petit mot. Non, allez-y, au contraire. Tout à l'heure, on me disait vous dites la même chose que la droite empire. Oui, empire, et c'est ça. Animé que vous êtes habité par la haine de l'autre, surtout s'il est d'origine étrangère. Monsieur Brun, dans la Somme, il y a 24% de gens qui ont voté pour le Front National. Ouais. Pourquoi voulez-vous continuer à les injurier, les insulter comme ça? C'est ce que vous venez de faire, Monsieur Brun. Je vous décris, vous êtes Monsieur de Saint-Just, qui voulait parler aux ouvriers. Vous êtes un niais, Monsieur Brun. Vous venez de les Partons sur les sujets de fond. les injurier. C'est ce que les Français demandent. C'est ce qu'a fait Monsieur Mélenchon. C'est pour ça qu'il a subi un échec aussi flagrant. Il n'a pas subi d'échec. Il a passé sa vie à hystériser sa campagne et à injurier les électeurs du Front National. Et vous continuez aujourd'hui. Je voulais dire, avez vos amis parmi les milliardaires, d'où vient la fortune de M. Le Pen? Dites-le nous. Oui, enfin, écoutez, ça n'a aucun intérêt. Je vous laisse. Votre réponse. Moi, je voulais dire deux choses. Les trois débats de M. Sarkozy, c'est le défaut de M. Sarkozy, c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y avait qu'un débat, il a dit 2, maintenant il dit 3. Pourquoi 12? Tout le monde trouve ça un peu ridicule. Et pourquoi des débats? Puisqu'en réalité, François Hollande et Nicolas Sarkozy, sur les questions les plus essentielles du pouvoir d'achat, du chômage, des délocalisations, de la construction européenne, ont exactement la même vision et les mêmes politiques. La technique a parfois le dessus, on va partir tout de suite au modem. Qui va réorienter la politique. Marine Niemann. Vous connaissez vous n'y croyez pas, mais en tout cas, il le dit. Marine Niemann, Frédéric Lefebvre, on reprend la parole et on débat évidemment juste après. On part au modem et on retrouve Marie Brémaud. Elle est en direct au siège du modem rue de l'Université. Marie. Oui, l'heure n'est pas à la fête et pourtant il y a toujours quelques jeunes modems qui chantent et qui dansent au son des Beatles. Pourtant la plupart des militants sont rentrés, François Bayrou et les principaux cadres du modem également. Ici ce soir on a eu du mal à dire les choses clairement, à parler de déception, de revers suite aux résultats, car on n'a pas de regrets. Les militants considèrent que la candidature de François Bayrou était légitime, elle était nécessaire, elle a permis de faire passer des idées, elle a permis de se faire entendre, elle a permis au modem d'exister, d'éviter de disparaître. Et ici, la base souhaite maintenant que François Bayrou s'exprime clairement, qu'il choisisse entre les deux tours, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, afin d'éviter de réitérer le scénario de 2007. Tout cela devrait se décider demain, au plus tard mardi, à l'issue du comité stratégique du modem.
Merci beaucoup Marie Brémond. On va retrouver tout de suite Mathilde Terrier qui est au Front National dans la salle Equinox au 15e arrondissement de Paris. Quelle est l'ambiance? Parce qu'en tout début de soirée on est parti de scores importants, de 20%. Ça s'est un petit peu effrité même si ça reste très élevé à 18,5%. Je vous laisserai la parole tout à l'heure. 18,5%. Quelle est l'ambiance à cette heure-ci de la soirée, Mathilde? Eh bien, l'ambiance n'est pas vraiment descendue, c'est toujours ici l'ambiance à la fête. On continue de danser derrière moi, on a même prévu de faire la fête jusqu'à 2h du matin. Marine Le Pen elle-même est venue pour remercier ses militants, danser parmi eux. La candidate du FN qui savoure son score, qui dépasse celui de son père de 2002 et qui crédibilise surtout sa stratégie de dédiabolisation. La troisième femme donc, qui a assuré à la tribune que l'extrême droite était la seule opposition à la gauche. Pas de consigne de vote en revanche ce soir, elle le réserve au traditionnel défilé du 1er mai, car maintenant le nouveau combat de Marine Le Pen, ce sont les législatives, où elle espère bien avec ce résultat peser, faire pression surtout sur l'UMP et avoir enfin des sièges pour des députés FN. En fait, ils les ont embantis visiblement. Voilà, merci Mathilde, en direct du siège du Front National. Razi Hammadi nous a rejoint. Bonsoir, secrétaire national au PS en charge du service public et puis auprès de François Hollande en charge de la politique de la ville. Merci de nous avoir rejoints. Un mot, votre analyse, puisqu'on est déjà rentré de plein pied dans le débat. Valorant de Saint-Just voulait parler des sondages. Comment vous analysez le score ce soir de François Hollande? Vous êtes heureux, satisfait, inquiet? Il faut encore mobiliser? Bien évidemment qu'il faut encore mobiliser, que rien n'est fait, qu'il y a un second tour, que ça n'est pas une élection à un tour. Cependant, François Hollande est aujourd'hui en première position. Ça a été le choix des Français. C'est un vote de confiance, un vote d'adhésion. Jamais un candidat sortant n'avait été relégué tel que Nicolas Sarkozy en seconde position. Ce qui est quand même quelque chose là d'assez extraordinaire, qui démontre aussi une forme de rejet, une forme de sanction. Et je pense que c'est pas le Front National, le rejet. Je pense que le haut score de François Hollande ici démontre à la fois une adhésion et une confiance. Alors ensuite, vous allez dire, vous êtes content. Ben, je suis content, je milite toute la journée pour que François Hollande soit le plus haut possible. Et c'est ce qu'on a fait. Et il va falloir battre Nicolas Sarkozy au second tour. Pour autant, il y a aussi un score du Front National. Et j'entendais Jean-Pierre Brard précédemment, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas de dire il y a un petit pourcent. Non, c'est pas un petit pourcent. Il y a, on est passé de 4 millions à plus de 7 millions. Si on considère que c'est un petit pourcent, alors on n'a rien compris. Il y a aujourd'hui une volonté de protection. Je ne crois pas que tous les électeurs du Front National soient... Est-ce que vous leur parlez à ces électeurs du Front National? Laurent Fabius a dit tout à l'heure qu'il fallait comprendre ces électeurs. Bien évidemment. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Que leur dites-vous ce soir si certains d'entre nous Mon engagement politique a commencé contre le Front National. D'accord. Il y aura des reports de voix vers François Hollande venant du Front National. C'est pas la question. François Hollande va parler à tous les Français. Et dans tous les Français, il y a aussi des citoyennes et des citoyens qui ont voté Front National et qui, avant d'être des électeurs du Front National, sont des citoyens comme vous et moi. Et ils ne sont pas tous racistes. Il y a une demande de protection. Il y a une demande pour une autre Europe. Il y a une demande pour une moralité à la tête de l'État. Il y a une demande pour plus de justice. Et il y a une frustration. Mais je vous ai pas interrompu. Soyez pas dans l'invective. Moi, je vous interromps. Entendez ce que disent les électeurs. Et donc tout ça, il va falloir l'entendre, ne pas le sous-estimer, mais parler à tous les Français. Tous. Quel qu'il soit, et je pense qu'il n'y a qu'un seul vote qui réponde aujourd'hui au malaise dans le pays, c'est celui de François Hollande. Frédéric Lefebvre, les électeurs du Front National, ils sont très, très courtisés ce soir. Et vous savez, je crois que les questions ne se posent pas comme ça. Je le disais, tout commence maintenant. Les Français, quels que soient les Français, ils attendent d'être éclairés. Ils veulent prendre une décision. Ils veulent connaître les propositions. Ils veulent juger sur le tempérament. Vous savez, ce quinquennat, il est inédit. Il y a l'ombre d'une crise qui pèse sur ce quinquennat. Et il n'y a jamais eu un quinquennat ou un septennat avec une crise comme celle-là. Eh bien, dans la situation actuelle, vous savez, les fondamentaux, ils sont les mêmes pour les experts qui sont autour de François Hollande ou pour les experts qui sont autour de Nicolas Sarkozy. Les fondamentaux sont les mêmes. Et tout d'un coup, tout ne va pas se régler d'un coup de baguette magique. Et donc, ce qui est important pour les Français, c'est de savoir qui va avoir le tempérament, qui va s'inscrire
dans l'époque. Qui va séduire les électeurs du Front National? Mais c'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous leur dites? Qui a l'expérience, en réalité. C'est ça la campagne de second tour. Quand on parle plus de temps à parler de la viande halal plutôt que des Français qui n'ont pas quoi se payer de la viande tout court, on arrive aussi à un climat qui provoque cela. Vous n'avez pas tout à fait raison, monsieur Hamadi. Non, mais sur cette question de la stratégie et de la séduction des électeurs du FN, vous leur dites quoi ce soir aux électeurs du FN? Mais encore une fois, il y a beaucoup de souffrance dans ce pays. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans ce pays. Enfin, écoutez, vous allez inventer la crise mondiale. Non. Elle est partie de la France. Qui a fait que les riches n'ont jamais été aussi riches et qui a fait pendant ces 5 années que les pauvres n'ont jamais été aussi Tout ça, c'est la faute d'un seul homme, Jean-Pierre Brun? C'est la faute d'une politique. Je ne réduis pas à un seul homme, mais l'étendard de cette politique, ça a été Nicolas Sarkozy. Et la grande question dans notre pays, n'en déplaise à Frédéric Lefebvre, c'est comment nous répartissons les richesses. Quelle vision pour notre société demain? Faut-il des moyens pour l'école? Faut-il des moyens pour la santé? Faut-il augmenter, oui ou non, les bas salaires et réduire la fortune des riches en les faisant contribuer? Et Sarkozy, il a beurré la tartine. Est-ce qu'il faut valoriser le travail? Est-ce qu'il faut, au contraire, augmenter les impôts? Je vais prendre un exemple. Et plumer les pauvres. Je vais prendre un exemple. Laissez-le. Voilà, on parle des sujets de fond, Jean-Pierre Brun. Vous l'avez dit, hein, je vous avais prévenu. La question de la fiscalité, effectivement, est sensible. Je vais prendre un sujet sur lequel on a entendu d'ailleurs un concert de protestation de tous les syndicats quasiment unanimes. Nous avons mis en place des exonérations de charges sur les heures supplémentaires. 9 millions d'ouvriers, de salariés bénéficient de ce dispositif. Ça leur fait, pour 4 millions d'entre eux, un 13e mois. Quand je pousse la porte des artisans, des PME, c'est ma mission, que je vais voir les patrons des entreprises, que je discute avec les ouvriers, la première chose qu'ils me disent: Monsieur Lefebvre, est-ce que cette exonération sera maintenue? On ne veut pas que cette exonération... Est-ce que cette exonération sera supprimée? Ce débat n'a pas eu lieu au premier tour. Parce que dans la cacophonie du premier tour, avec 9 candidats, il n'a pas eu lieu. C'est typiquement un débat sur lequel, moi, je souhaite qu'à l'occasion d'un des débats, on puisse dire clairement ce qu'il sera fait. Que chaque Français, notamment les ouvriers, sache exactement ce à quoi s'en tenir. Est-ce qu'avec François Hollande, ils vont perdre le bénéfice de ce dispositif ou non? Est-ce qu'avec Nicolas Sarkozy, débat concret, ils verront? Ça, c'est concret. S'il vous plaît, monsieur Valéran Saint-Just va prendre la parole. Monsieur Hamadi ne veut pas en parler. Mais s'il va en parler. Ils sont dans l'esquive. On respecte un petit peu les temps de parole. Le Front National. Ce sont deux représentants des privilégiés. C'est vrai que dans ce premier tour, on a eu beaucoup de mal à parler des véritables problèmes. Bon, mais je vois... Vous le reconnaissez, vous aussi, non? Oui. J'écoute monsieur Hamadi qui semble considérer les électeurs du Front National comme des êtres humains et des Français, des citoyens à part entière. Bon, c'est très intéressant. On est d'accord, ils ne nous appartiennent pas, ce sont des citoyens. Non. Et peut-être qu'entre ces deux candidats, donc dans le cadre du deuxième tour, démocratiquement, on va enfin parler des véritables problèmes. Et alors cessez de vous réfugier derrière cette crise, cette survenance de cette crise, parce que je vais vous dire, tous les deux, c'est-à-dire M. Hollande et M. Sarkozy, vous êtes les héritiers de ceux qui ont mis en place tous les éléments qui sont arrivés. Vous avez aussi une responsabilité quant à le score. Vous n'avez pas parlé au premier tour, M. Le capitalisme ultra-financier, la financiarisation de la société, les trois responsables originaires, on le sait, c'est Jacques Delors, Pascal Lamy et Dominique Strauss-Kahn. Et après... ceux de M. Chirac et de M. Sarkozy. Ce ne sont pas les riches que vous soutenez par hasard? Non, M. Brun, ce que vous dites n'a aucun intérêt. Bon, ce sont l'intérêt des salariés. C'est M. Sarkozy ensuite qui a continué avec cette crise. Alors un jour, débarrassez-vous de cet héritage, prenez cette crise à bras-le-corps et ayez un véritable langage sur les délocalisations, sur l'Europe, sur l'euro. Parlez-nous la vérité sur l'euro. Un petit mot vérité, parce que je donne la parole à Razi Hamadi qui veut parler, mais Marine Le Pen va s'exprimer le 1er mai, elle a donné l'heure, c'est midi, place de l'Opéra, à l'occasion de ce défilé annuel chaque 1er mai. Qu'est-ce qu'elle peut dire, selon vous? Elle peut tendre la main aux électeurs de droite, elle peut faire un grand parti de droite? Moi, je veux dire une chose. D'abord, c'est elle qui décidera, mais deuxièmement... Vous avez peut-être une idée? Et de toute façon, il faudrait peut-être éventuellement qu'on nous demande quelque chose.
Donc pour vous se attendez marier, un geste. Non, écoutez, pour se marier, il faut être deux. Alors on nous crache toujours à la figure. On nous traite de tous les noms, on nous injurie, etc. On résiste, pas de problème. Mais quand il y a quelqu'un qui, finalement, nous prend en considération, prend surtout en considération nos électeurs et un certain nombre de nos problèmes, et peut-être nous demande quelque chose, eh bien les choses peuvent changer. Ça peut arriver, ça. Mais la balle est finalement pas dans notre camp. Dans votre camp ou dans celui de 30 Monsieur secondes, Hollande. Razia Madi. Moi, je trouve qu'il y a eu un sursaut citoyen formidable. C'est-à-dire que malgré quelquefois le niveau d'abaissement de la campagne, notamment les débats qu'on a eus, la manière dont on a instrumentalisé certaines questions, la police, bref, les citoyens massivement se sont déplacés. C'est une bonne nouvelle. C'est le génie on peut français. Le souligner ce soir. C'est le génie français. Donc il faut que sur ce plateau, on en prenne compte et qu'on arrête de faire de la politique à l'ancienne et qu'on puisse au moins un petit peu s'entendre. Messieurs, on va vous donner la parole. Deuxième chose essentielle aussi. On peut pas dire François Hollande n'en a pas parlé. François Hollande a parlé du traité européen qu'il fallait renégocier pour l'emploi et la croissance. Qu'a dit l'UMP? Ça n'est pas possible. Nous avons parlé d'une nouvelle politique fiscale, notamment pour que le travail soit rémunéré et pas la rente. Ils ont refusé. Nous avons parlé ensuite du pouvoir d'achat. Vous savez qu'ils ont créé 44 taxes pour les plus pauvres, au moment où on baissait de plusieurs milliards les impôts pour les plus riches. C'est cette injustice-là qui a créé la révolte. Eh bien, on le voit ce soir, c'est projet contre projet. C'est bien une nouvelle campagne qui s'ouvre. Merci, messieurs. Merci à on vous va quatre. tout de suite suivre les temps et forts. l'enjeu, c'est l'expérience, vous avez compris. Et les premières. avec nous Nous allons une suivre les temps forts et les premières. De la misère messieurs. qu'a imposé Nicolas Sarkozy. Et c'est Jean-Pierre Brard qui a le Et je dernier vais mot. pouvoir terminer Eh peut-être une phrase. Merci, Allez-y, Sonia. messieurs. Ils auront du temps pour mûrir l'expérience de l'échec. Vous voulez présenter peut-être la Alors, vous suite, allez Razia lancer Madi. le journal. Allons-y, je vais le faire plutôt. Sonia, on va c'est à suivre vous. les premières déclarations. Et les temps forts de cette soirée, c'est le journal de la présidentielle de ce premier tour. Il est présenté par Delphine Girard. Bonsoir à tous et puis merci si vous nous rejoignez sur les chaînes parlementaires. Alors voici les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle avec 28,8% des voix, toujours selon les estimations de notre partenaire l'Institut de sondage Ipsos. C'est François Hollande qui arrive en tête du premier tour de cette présidentielle. Nicolas Sarkozy réunit quant à lui 26,1% des voix. La surprise vient de la troisième place avec un score historique pour Marine Le Pen. Elle devance Jean-Luc Mélenchon. La candidate frontiste obtient 18,5% des suffrages exprimés. Le candidat du Front de gauche ne rassemble que 11,7%. Et vous le voyez sur votre écran, François Bayrou ne passe pas la barre des 10%. Pour sa troisième tentative, le candidat du MoDem est à 8,8%. Eva Joly obtient 2,3%. La candidate d'Europe Écologie Les Verts fait mieux que Dominique Voynet. En 2007, elle avait obtenu 1,57% des voix. Un point à présent sur le score des petits candidats. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan rassemble 1,8% des voix, Philippe Poutou 1,2%, Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière 0,6% et Jacques Cheminade 0,2%. François Hollande arrive donc en tête de ce premier tour. Le candidat socialiste s'est dit confiant d'être élu à l'Élysée le 6 mai. Depuis son fief corrézien de Tulle, il a estimé être le mieux placé pour devenir le prochain président de la République, à condition de bénéficier du report de voix du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. On l'écoute. Au terme de ce premier tour, je suis le candidat du Rassemblement pour le changement. Ce rassemblement doit être le plus large possible. Il concerne d'abord les forces de gauche et les écologistes, dont je suis aujourd'hui le représentant. Je salue les candidats du premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly. Alors, à l'annonce de ce score, les militants socialistes venus nombreux rue de Solferino ont laissé éclater leur joie. Vous le voyez sur ces images. Des militants très confiants pour le second tour, et comme ils l'ont dit à Sandra Cerquera. On espère que tous ceux qui sont sympathisants de gauche et d'écologie vont nous rejoindre. Et puis même peut-être que ceux de droite vont se rendre compte qu'il faut changer une bonne fois pour toutes. Voilà, on espère beaucoup de choses dans 15 jours. On en a marre de la division des riches, des pauvres, la division des Français issus de l'immigration. On veut l'union, le rassemblement, et c'est ça que le changement, c'est maintenant.
Voilà pour ces militants du Parti socialiste. Alors Nicolas Sarkozy, durement sanctionné dès le premier tour avec 26,1% des voix, se retrouve dans une position délicate pour le second tour. Il a lancé ce soir un appel pour l'amour de la patrie à voter au-delà de toutes les considérations partisanes. C'était un peu avant 22 h en direct de la Mutualité. On l'écoute. Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont soutenu dès le premier tour. Grâce à leur mobilisation, nous pouvons aborder le second tour avec confiance. Et j'appelle maintenant tous les Français qui mettent l'amour de la patrie au-dessus de toute considération partisane ou de tout intérêt particulier à s'unir et à me rejoindre. Alors pour les militants UMP, eh bien c'est la déception. C'est en effet la première fois qu'un président candidat n'est pas en tête du premier tour. Mais les militants de la majorité restent optimistes, comme l'a constaté sur place Marion Lefebvre. On est motivés, mobilisés et on va gagner. C'est le 6 mai qu'on aura notre président, qui sera sans doute Nicolas Sarkozy. Voilà, là il s'est battu contre 9 qui faisait de l'anti-sarkozysme. Là, il va être face à, sans doute, Hollande. Et à mon avis, il va le confronter à ses contradictions. Voilà. Écoutez la foule, écoutez l'énergie. Hollande, encore Sarkozy à l'Élysée. Hollande, encore Sarkozy à l'Élysée. Et la surprise vient donc ce soir du score de Marine Le Pen pour sa première campagne présidentielle. Elle fait mieux que son père en 2002 qui avait obtenu 16,8% des voix. Salle Equinox dans le 15e arrondissement de Paris. Elle a lancé à ses militants: rien ne sera plus jamais comme avant. Flora Sauvage avec nos équipes sur place. Au QG du Front National ce soir, la joie se lit sur les visages. Avec 17,7% des voix, le Front National devient la troisième force politique de cette élection. Jamais le parti d'extrême droite n'a obtenu un tel score à une élection présidentielle en France. Ce premier tour n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un vaste rassemblement des patriotes de droite comme de gauche, des amoureux de la France et des défenseurs de son identité. Pour sa première campagne présidentielle, Marine Le Pen dépasse le score réalisé par son père en 2002. Un Jean-Marie Le Pen plutôt satisfait du résultat obtenu par sa fille ce soir. Tout naturellement, le Front National devient la première force d'opposition au socialisme. Si Marine Le Pen n'a pas réussi l'exploit de son père en 2002, qui s'était qualifié au second tour, elle réussit néanmoins à être en troisième position, loin devant Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche. Aux élections législatives prévues en juin, le Front National espère profiter de la dynamique présidentielle pour être présent dans au moins 100 circonscriptions. Et celui qui se rêvait donc en troisième homme, Jean-Luc Mélenchon, n'aura pas réussi son pari de faire mieux que Marine Le Pen. Le candidat du Front de gauche atteint 11,7% des voix. Ce soir, place Stalingrad, il a appelé à battre Nicolas Sarkozy au second tour, tout en tirant les enseignements de son score. Il l'a dit au micro de Pierre Lascar. La situation est un peu contrastée. D'abord, clairement, on voit qu'il y a une envie de se débarrasser de Sarkozy, puis d'un autre côté, il y a une extrême droite forte. Donc, premier constat, on a bien fait de l'affronter. Parce que où est-ce qu'on en serait ce soir si on n'avait pas mené la bataille, vu que les autres n'ont rien foutu, voire nous ont tiré dessus. Alors, je pense à d'infâmes journaux comme le Nouvel Observateur, qui porteront cette infamie pour le reste de leur temps. Mais bref. Et puis, il y a nous. Et alors, nous, on est d'un côté très positif. On revient de loin, on était à 3%, on est au niveau où on est là. On est donc une force politique nouvelle, on est puissant et on est grand. Il y a quelque chose qui est décevant, c'est qu'on voulait être plus grand pour pouvoir mieux frapper, mieux avancer, mieux travailler. Bon. Alors je suis entre ces deux impressions-là. Et les appels à faire barrage au Front National au second tour n'ont pas tardé à se faire entendre. C'est Eva Joly, la candidate Europe Écologie Les Verts, qui la première a mis en garde contre ceux qui se sont laissés abuser par le Front National. Elle a appelé à voter pour le Parti Socialiste. On l'écoute. Le score du Front National est une tache indélébile sur les valeurs de notre démocratie, une menace pour la République, un avertissement que chaque responsable politique doit entendre. J'appelle dès à présent toutes celles et ceux qui ont voté pour moi et au-delà,
toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de la République, à tout faire pour que notre pays sorte enfin du sarkozysme, en se rassemblant autour de la candidature de François Hollande. Pas de consigne de vote en revanche, en tout cas pas dès ce soir chez François Bayrou. Le candidat du MoDem obtient 8,8% des voix, un score au-dessous de ses attentes, a-t-il déclaré de son QG rue de l'Université. Je vous propose de l'écouter. Je vais m'adresser aux deux candidats sélectionnés pour le deuxième tour. Je vais leur dire ce qui est pour nous l'essentiel, en termes de valeurs, en termes d'actions à conduire. J'écouterai dans les jours qui viennent leurs réponses et je prendrai mes responsabilités. Et pour finir ce flash, voyez les estimations des intentions de vote pour le second tour. Toujours selon les estimations de notre partenaire Ipsos, elle donne François Hollande vainqueur avec 54% des voix. Nicolas Sarkozy recueillerait quant à lui 46%. Voilà, c'est la fin de ce flash. On retrouve tout de suite Sonia Mabrouk et Arnaud Arduin pour analyser et commenter tous ces résultats. On est sur le plateau avec Sonia Mabrouk. En effet, vous le confirme. on vous le confirme. On est en direct sur la chaîne parlementaire. 4 invités nous ont rejoints pour prolonger le débat, l'analyse, cette nuit présidentielle, comme vous l'appelez. Avec nous, Marianne Monchamp. Bonsoir, secrétaire d'État aux solidarités et à la cohésion sociale. À vos côtés, Stéphane Rosès, directeur de CAP. On fera une analyse politique, évidemment, avec vous. Et puis, face à vous, Bernard Cazeneuve. Bonsoir. L'un des porte-parole de François Hollande dans cette campagne. Et puis, enfin, Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Vous avez conseillé la candidate Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, que nous venons de découvrir. Et avant de donner la parole à mes invités, on va rejoindre François Martin, qui est rédacteur en chef éditorial de Midi Libre. Bonsoir François, dites-nous d'abord plus de détails, de choses sur la sociologie du vote ce soir. Oui, bonsoir. Écoutez, nous, dans le lac de Roussillon, nous avons analysé cette situation à l'aune du score du Front National. C'est un vrai retour que fait le parti de Marine Le Pen dans la région, où autour de la Méditerranée, vous savez, le Front National a tout le temps fait un gros score. Et là, nous sommes étonnés par les hauts scores de ce soir, notamment dans les villes et des départements comme les Pyrénées-Orientales, le Gard, y compris dans des départements ruraux comme la Lozère, où il y a une commune, par exemple, avec 50 votants qui fait 40, où le Front National fait 45%. Pour nous, c'est une vraie interrogation et on revient à des scores beaucoup plus importants qu'en 2007. Merci beaucoup François Martin. Et en même temps, on découvre votre une à l'antenne Midi Libre, le choc frontal, les deux duellistes du premier tour, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nos invités donc, Bernard Cazeneuve pour François Hollande. La campagne de second tour est aussi lancée ce soir. Demain matin, lundi, est prévue une réunion du Conseil politique autour de lui. Quel est l'axe de sa stratégie à venir pour les 15 jours ? Le même axe que celui qui a présidé au premier tour et qui aboutit d'ailleurs au succès de ce soir. Essayer, de rassembler le plus grand nombre de Français autour de sa candidature en profitant de la dynamique du premier tour qu'il a placé en tête face à un président sortant. Et deuxièmement, essayer de faire en sorte que la mobilisation de ceux qui ne sont pas allés voter se poursuive. Il y a encore quelques villes dans lesquelles l'abstention a été significative. Il nous faut donc rassembler et mobiliser. Yannick Jadot, sur la campagne de François Hollande et sur, excusez-moi d'y revenir, sur le score du Front National, comment vous l'analysez? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait annoncé Marine Le Pen à 20, elle est aux environs de 18%. Comment vous regardez ce chiffre élevé ce soir du Front National? Et faire forcément avec beaucoup d'inquiétude. Je crois que Nicolas Sarkozy, tout au long de son quinquennat, a ouvert les vannes du Front National. On se souvient du discours de Grenoble, on se souvient déjà du ministère de l'identité nationale. Et je crois qu'il a mis tellement ce sujet sur la table que finalement il a libéré le Front National et qu'à partir du moment où on voyait bien depuis quelques jours que pour une partie de la droite, il était acté que Nicolas Sarkozy allait perdre, finalement, ceux qui votaient utile Nicolas Sarkozy sont revenus sur Marine Le Pen. C'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant pour notre démocratie. Et quand j'entends un certain nombre d'expressions ce soir, où certains représentants de l'UMP souhaitent que Nicolas Sarkozy aille séduire encore plus les électeurs du Front National,
on a là une situation extrêmement dangereuse pour notre démocratie. Juste une parenthèse et une question commune, Oui. Bernard Cazeneuve et à vous-même. Yannick Jadot, est-ce que Nicolas Sarkozy, c'est le seul responsable de ce score de Marine Le Pen? Est-ce que vous-même, vous n'y voyez pas un manque de réponse de la part de vos candidats qui aurait fait que les électeurs sont allés vers Marine Le Pen? Pas du tout. Si, on a une responsabilité. Pas de mea culpa ce soir? Non, enfin... Pas les écologistes qui sont responsables de la... Mais je crois qu'on a une campagne qui n'a pas forcément eu la richesse qu'elle aurait dû avoir. Si je vous interroge comme ça spontanément, quel était le grand dernier sujet de la campagne présidentielle? Très difficile à dire, une campagne Non, c'est il y a 15 jours, ouais. c'est le permis de conduire. Vous voyez, alors que les Français ont des soucis d'emploi, ont des soucis de pouvoir d'achat, de logement, et qu'on a cette crise écologique qui est éminemment présente. Donc je crois que les candidats étaient porteurs de propositions, mais que par ce jeu de la Ve République qui personnalise quand même énormément l'élection, on a échappé, malheureusement, pour les citoyens, au vrai sujet. Mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit seulement la responsabilité des responsables politiques. Ils ont la responsabilité première de cette situation, la responsabilité du débat et la façon aussi dont il est orchestré par les médias est seconde, mais n'est pas secondaire parce que ça nous manquait. Non, je crois qu'on a la façon dont, moi je vois, vous avez Eva Joly en permanence, on lui disait mais l'écologie n'est pas dans la campagne, mais votre accent, est-ce que vous empêche pas de la campagne? Vous voyez, je crois qu'il y a eu une difficulté dans cette campagne à aborder les sujets de fond. Peut-être ils sont complexes, mais il faut les aborder dans leur complexité. C'est votre sentiment, Bernard Cazeneuve? Moi, ce que je constate, c'est que lorsqu'on regarde le temps long de l'histoire politique des 20 dernières années, on constate que élection présidentielle après élection présidentielle, le score du Front National augmente, à l'exception de la période 2007 où Nicolas Sarkozy s'est employé avec une triangulation politique douteuse à siphonner les voix du Front National. Quelles sont les raisons du score de Marine Le Pen aujourd'hui? J'en vois trois. La première, c'est une crise économique et sociale qui engendre énormément de souffrance dans le pays et face à laquelle les gouvernements n'ont pas réussi à apporter de réponses qui permettent de soulager cette souffrance. Et notamment le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui a donné le sentiment que la crise, il l'aggravait par des mesures d'injustice fiscale. Deuxième raison, une crise des institutions, une crise des partis politiques avec, là aussi, le sarkozysme a forcé le trait, un divorce entre l'engagement pris et l'action conduite dans l'exercice du gouvernement, c'est-à-dire le sentiment que la politique peut trahir à tout moment la promesse faite aux Français. Et puis, il y a une troisième raison à cette montée du Front National, c'est qu'au cours de cette campagne présidentielle, inspirée par l'esprit de M. Buisson, les discours de M. Guéant, le président de la République, candidat sortant, n'a cessé de tangenter des thèmes nauséabonds. Vous avez compris, tout est de votre faute ou de celle de votre candidat. Vous savez, c'est intéressant. Quand on regarde le score ce soir, un tout petit peu plus d'un point, je ne parle pas des estimations, je parle du score consolidé dont nous bénéficions ce soir. Un tout petit peu plus d'un point sépare les deux candidats. Voilà la réalité. Et la grosse surprise, en effet, c'est ce score... symbolique, tout de même, reconnaissez-le. Ah non, mais attendez, les résultats sont les résultats. Un peu plus d'un point. Un tout petit peu plus d'un point. Un tout petit peu plus d'un point. Alors, de là à, si vous voulez, développer des théories très politiciennes, très idéologiques, sur une situation qui intéresse tous nos compatriotes, et en particulier ceux pour lesquels aucune réponse, vous m'entendez Bernard Cazeneuve, aucune réponse, et certainement pas les jeux de tribune. Du style, poussez-vous, je vais vous donner à vous, le chômeur de longue durée d'Hénin-Beaumont, je vais vous le donner l'emploi. Parce que le chômeur de longue durée d'Hénin-Beaumont, il n'y croit pas une seule seconde à ce discours-là, qui consisterait à dire, poussez-vous, je vais le faire. La réalité, c'est que nos compatriotes sont inquiets, que nous devons leur proposer deux hypothèses, deux projets, deux modèles et deux personnalités. Et c'est en ce sens que le débat, que la campagne commence ce soir. D'un côté, François Hollande, qui dit « Je vous propose que nous fassions une pause. Je vous propose que pendant une année, nous renoncions à notre objectif de réduction des déficits publics, parce qu'après tout, il faut bien lâcher un peu les vannes, nous vous le devons. » Et de l'autre côté, Nicolas Sarkozy, qui tient depuis le début un discours en responsabilité, un discours du courage, un discours qui peut peut-être valoir ce soir un point au soir du premier tour, un peu plus d'un point au soir du premier tour. Pourquoi ?
Parce que quand on dit la vérité, quand on dit la situation de la France, quand on dit qu'il n'y a pas en politique de solution miracle, mais qu'il y a un engagement à poursuivre la France dans le chemin que nous avons engagé, que nous avons porté ensemble, et sur la scène européenne, parce qu'il n'y a pas de sujet médiocre. Marianne Monchamp. Il n'y a pas sur cette question-là, ni sur la question de la protection économique, ni sur la question de l'immigration, ni sur la question des peurs des Français. Il n'y a pas de sujet médiocre. Je dis que la campagne commence ce soir. Juste un tout petit mot. On est sur le fond. Bernard Cazeneuve, il y a la question du report des voix. Non, mais juste pour ceux qui nous regardent. En réponse, et je vous parle du report des voix qui est intéressant aussi. Je voudrais suggérer à Marianne Monchamp de sortir son train d'atterrissage. Parce que il y a une réalité que vous évoquez en permanence et par rapport à laquelle vous me paraissez très éloigné. Alors, premier point, vous parlez du petit point de Nicolas Sarkozy par rapport à François. Je veux bien parler du foie avec vous, je ne veux pas mais Madame Monchamp, laissez-moi le faire. Dans un discours qui sera un discours dévalorisant. Laissez-moi le faire de secondes. Laissez-moi le faire de secondes. Sauf à faire de l'hydravion. Ça pourrait être utile pour Nicolas Sarkozy qui sentait monter la vague. L'hydravion pourrait lui être utile. Nous avons vu un candidat sortant qui nous a expliqué depuis des semaines, à travers un storytelling de campagne très éprouvé, qu'il était le meilleur, qu'il allait exploser François Hollande à toutes les heures du jour et de la nuit, et qu'il sentait monter la vague. C'était l'interview donnée au journal du dimanche la semaine dernière. On voit, oui, absolument, elle est en train de monter. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes à 28% ce soir, un peu plus même, et que le 6 mai, je l'espère en tous les cas, si la mobilisation et le rassemblement se poursuit, nous y arriverons. Deuxièmement, sur le fond, la réalité. La réalité, c'est quoi? On propose une pause pour reprendre. Non, mais la réalité du bilan et de ce que nous voulons faire. La réalité du bilan de Nicolas Sarkozy, c'est assez simple. C'est 600 milliards de dettes supplémentaires, un déficit du budget de l'État qui représente 85% du PIB, c'est 450 000 emplois. 450 000, ça c'est le bilan. 450 000 emplois industriels supprimés. Des affaires politico-financières nombreuses. Ce sont des chômeurs supplémentaires. Et par rapport à ça, quelle est la volonté qui est la nôtre? Faire une pause, c'est tout le contraire. Ce que nous voulons faire, c'est créer les conditions en Europe du retour de la croissance. C'est-à-dire tourner le dos au traité de l'austérité proposé par le gouvernement auquel appartient Mme Monchamp. Deuxièmement, nous voulons réduire la dette. Nous avons prévu 29 milliards d'efforts de réduction de la dette, et les 20 milliards de dépenses supplémentaires que nous proposons sont gagés par 20 milliards d'économies. C'est ça que nous voulons faire. C'est ça que nous voulons faire. Donc il n'y a pas de pause, il y a un effort de redressement continu. Le reste, ce sont des bobards. Alors Bernard Cazeneuve, Yannick Jadot, Stéphane Rosès, juste un tout petit mot, je vous soumets, parce que c'est la question du report des voix, qui alors évidemment on n'est pas dans les débats de fond, on est dans l'arithmétique électorale, mais sur 100 électeurs du Front National, 33 électeurs vont voter François Hollande, 45 vont voter Nicolas Sarkozy. Est-ce que le jeu, là, ce soir, et au-delà des débats de fond qui divisent la gauche et la droite, est-ce que le jeu se joue sur la question des reports, Stéphane Rosès, sur la manière dont on va séduire ces électeurs? Par définition, facialement et arithmétiquement, c'est bien la question des reports dont il s'agit. Il peut y avoir encore un petit surcroît de mobilisation, évidemment, d'abstentionnistes du premier tour. Mais il y aura deux familles à observer. Il y aura la famille qui, normalement, est la famille qui est l'enjeu décisif pour un deuxième tour, qui est la famille centriste. Et là, on a entendu François Bayrou dire qu'il jugera des candidats sur la question des valeurs et de l'action. Mais en l'insistance sur les valeurs, c'est un petit avantage pour François Hollande, parce que l'électorat de François Bayrou est hostile, a été hostile au type de présidence de Nicolas Sarkozy, la façon d'être et de faire. Par contre, au plan économique, l'électorat centriste se sent plus proche de Nicolas Sarkozy. Donc l'insistance sur les valeurs semblerait dire que François Bayrou pourrait regarder le peut-être report, c'est un tiers. Alors là, c'est effectivement, là, c'est un tiers. Et puis l'électorat du Front National, les reports de ce soir, une fois connus les résultats, sont ceux que vous avez indiqués. Ça indique qu'effectivement, dans la dernière ligne droite, une partie des électorats de Nicolas Sarkozy, se disant peut-être que c'était perdu pour lui, est allé
aller dès le premier tour sur Marine Le Pen. Alors là, c'est le sujet, mais ça veut dire que les choses vont être évidemment plus compliquées pour Nicolas Sarkozy que pour François Hollande. François Hollande, d'un certain point de vue, bénéficie mécaniquement des reports de la gauche. Il n'aura plus qu'à regarder le centre sur les thématiques du redressement, pourvu qu'il y ait la justice. Là où Nicolas Sarkozy va être tenté de regarder plutôt là où il y a la force importante qui est sur sa droite, au risque, sauf si son talent arrive à mêler les deux, mais au risque de faire en sorte qu'il y ait un problème avec l'électorat centriste. Je vois mal effectivement comment Nicolas Sarkozy pourrait abandonner l'orientation du premier tour, parce que d'un certain point de vue, elle a un peu créé les 20% de Marine Le Pen. Marine Le Pen, sur les thématiques, par exemple. Sur les thématiques, pourquoi? Parce que quand Nicolas Sarkozy récupère l'électorat du Front National en 2007, ce n'est pas selon moi sur les questions tant d'immigration et de sécurité qu'en donnant à chacun une place positive au sein de la nation au travers de travail, mérite, pouvoir d'achat. Bon, alors peut-être qu'il va pouvoir faire une synthèse lors du débat, mais ça va être ça sa difficulté, c'est de gagner sur sa droite sans perdre au centre. C'est un grand écart. Comment faire cette synthèse, je conteste totalement les extrapolations de Stéphane Rosès. Pour une raison très simple. C'est que la campagne de 2012 et la réalité sociale de la France est totalement déréférencée. Quand on regarde le vote Marine Le Pen et la proportion des jeunes qui se sont prononcés en faveur de Marine Le Pen, on n'est pas du tout sur le socle traditionnel des électeurs du Front National, ni même sur ce que l'on a connu sur les élections précédentes. C'est un vote nouveau ? C'est un vote différent. D'abord parce que Marine Le Pen elle-même incarne un profil qui s'est différencié de son père pour des raisons extrêmement précises. Et donc dans ce deuxième tour, ce qui va se jouer, là encore une fois, programme contre programme, tempérament contre tempérament, c'est une capacité à faire confiance pour des personnes, pour des électeurs qui sont aujourd'hui structurellement inquiets et qui se détournent du politique de manière quasi réflexive. C'est la question de la personne et de l'énergie, c'est ce que vous dites. Mais il n'y a pas que cela, parce que dans les valeurs que vous exprimez, vous omettez un certain nombre de valeurs qui, en particulier, parlent aux centristes. Sur la question de l'Europe, moi je suis extrêmement étonnée de regarder les premiers résultats qu'on obtient dans la circonscription, notamment de la 4e circonscription des Français établis hors de France, circonscription du cœur de l'Europe, circonscription du Benelux. Extrêmement étonnant de voir comment les électeurs là se prononcent de manière très satisfaisante et très favorable à Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas tous les éléments chiffrés, je les attends. Mais la tendance montre que le discours européen et que la position européenne, c'est-à-dire la position d'une Europe politique défendue par Nicolas Sarkozy pendant tout ce quinquennat, et en particulier pour sauver la zone euro, a parlé à ces Français qui sont établis hors de France, qui sont sensibles au discours européen et au discours centriste. Parler tout à l'heure, Yannick Jadot. Enfin, je peux vous dire que, y compris vos collègues UMP au Parlement européen, quand Nicolas Sarkozy, à 4 jours du premier tour, commence à avoir une nouvelle vision de la BCE, de sa réforme, ça fait rire. Et l'ensemble des autres pays européens qui considèrent que le président français doit être en bien mauvaise posture pour complètement retourner sa position sur l'Europe. Et je peux vous dire que vos collègues au Parlement européen ont été assez gênés. Donc je crois que la question, je vous le dis, la question, je crois, pour le deuxième tour de la cohérence, je crois que ce sera la question essentielle. Moi, je n'ai pas de conseil à donner à François Hollande, mais à partir du moment où il tient cette ligne, c'est aux électeurs de se décider. Je ne crois pas une seconde que si François Bayrou dit Sarkozy ou s'il dit Hollande, ça fasse bouger l'ensemble de son électorat. D'un côté ou de l'autre. Je crois que là, il y a la volonté, ce que dit le premier tour, c'est quand même une volonté de changement incroyable. Et la responsabilité que nous aurons si nous dirigeons ensemble ce pays, ce sera de redonner de l'espoir aux jeunes pour qu'effectivement, ils n'aillent plus voir du côté de Marine Le Pen. On est en direct avec sa webcam, avec Nicolas Rébière. Il est le chef d'agence de Sud-Ouest et il nous parle de Pau. Pau, c'est une ville importante puisqu'on parlait du centre. François Bayrou a voté d'ailleurs aujourd'hui et ce matin à Pau. On a voté comment dans la grande région béarnaise? Alors, bonsoir d'abord. Bonsoir. Écoutez, on a voté à peu près comme la France, qui a une particularité puisque les Pyrénées-Atlantiques cultivaient une certaine différence par le passé, puisqu'elles avaient placé François Bayrou en tête de la présidentielle en 2007.
Et cette fois-ci, il réalise que 15,67% des voix, c'est-à-dire presque la moitié moins de son. C'est un très mauvais score pour lui. Hein. Voilà, c'est un mauvais score. On peut dire qu'il a perdu pied jusque chez lui. Même en Béarn, hein, dans ces cantons de la plaine de Naï où il était arrivé en tête, où il faisait 40% il y a 5 ans, là il est derrière François Hollande. En gros, François Hollande en Béarn est devant partout, et en Pays Basque il y a une particularité sur la côte basse du côté de Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz, un fief d'une certaine Michèle Guillaume-Marie, où là encore Nicolas Sarkozy arrive en tête. Mais globalement dans les PA, c'est François Hollande devant. Donc Merci. le fief de François Bayrou. Nicolas Robert, on voit aussi à l'antenne la une sud-ouest avec Hollande qui remporte la première manche. On va également vous préciser les résultats qui arrivent du ministère de l'Intérieur, qui sont un peu plus affinés à cette heure-ci de la soirée et qui se resserrent aussi avec François Hollande à 28,44% et Nicolas Sarkozy à 27,05%, donc un écart qui se resserre tout au long de la soirée. Bernard Cazeneuve, on a parlé aussi de ce débat à venir. Nicolas Sarkozy dit qu'il sera décisif. Est-ce que vous le préparez déjà, ce débat, le 2 mai? Ce débat, même si François Hollande a répondu négativement. Mais le débat décisif, il a commencé au moment où la campagne électorale s'est engagée, au moment où Nicolas Sarkozy s'est déclaré lui-même avec l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Et ce débat, il est lieu déjà depuis plusieurs semaines. Il va se poursuivre, il va y avoir ce face-à-face. Bien entendu que c'est un moment important, il y en a d'autres. Il y a aussi la rencontre avec les Français à laquelle se livrent les candidats quotidiennement. Mais ce face-à-face entre François Hollande et Nicolas Sarkozy sera bien entendu un moment important. Nous l'attendons, nous ne le redoutons pas, nous le souhaitons et nous nous apprêtons à l'affronter avec la volonté de faire la démonstration que effectivement il y a une alternative et que dans cette alternative il est hautement préférable de choisir la voie du changement, c'est-à-dire du redressement de la France et de l'Europe. On a vu tout à l'heure avec notre duplex une très belle ambiance, rue de Solferino, forcément avec beaucoup de joie. Est-ce que l'enjeu aussi pour les socialistes, quelque part, c'est de calmer les impatiences? La compétition est déjà engagée, pardon de la question, entre les prétendants au poste ministériel. Vous aussi, vous y croyez? Ça vous grise? C'est un petit peu l'ambiance des socialistes en ce moment? Non, pas du tout. Je vais vous dire quelle est la conception que nous avons pour la plupart d'entre nous. Il peut toujours y avoir des exceptions. L'exercice de l'État dans la crise extrêmement profonde à laquelle nous sommes confrontés, nous serons confrontés, si les Français nous font confiance, sera un exercice d'une extrême difficulté qui impliquera pour chacune et chacun qui sera investi d'une responsabilité politique un sens profond de l'État, de l'abnégation et un sens absolu des responsabilités. Le reste, qui pourrait intéresser certains et qui pourrait les griser éventuellement, n'est pas d'actualité chez nous. Le message est dit ce soir. Juste un tout petit mot, vous leur dites quoi aux électeurs du FN? Vous avez pensé que je ne veux parler du FN, mais vous leur dites quoi? Ces reports de voix, là, 33 vont voter pour... Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Monsieur Ardouin, je pense qu'une élection présidentielle sous la Ve République n'est pas une élection comme les autres. C'est une élection à l'occasion de laquelle un homme qui est candidat à l'élection présidentielle ou une femme s'adresse au pays tout entier, à la nation une et indivisible, comme le dit la Constitution. Et lorsqu'on arrive au second tour de l'élection présidentielle, celui qui s'apprête à devenir président de la République doit s'adresser au pays dans son ensemble et non pas à des groupes, non pas à des factions, non pas à des parties du pays. Il doit être capable d'incarner pendant les 15 derniers jours la France qu'il veut faire vivre, à la tête de laquelle il veut se trouver. Et c'est ce que François Hollande va faire en essayant autour de cette vision qui sera forte sur les valeurs, qui sera forte sur le modèle économique et social que l'on veut voir prévaloir, de rassembler le plus grand nombre de Français d'où qu'ils viennent. Elle se dessine comment finalement cet entre-deux tours? Vous voyez comment? Je crois que les Français, on l'a un peu pressenti en écoutant François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je crois que le débat d'entre-deux tours va aller aux fondamentaux de cette présidentielle qui, me semble-t-il, au moment de la crise de la dette souveraine, pose deux types de problèmes. Le premier, la France a-t-elle un destin? Son modèle social et républicain a-t-il un avenir dans le monde nouveau, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy, tel qu'il est? Et la seconde, c'est l'expression du vote Front National, mais qui est liée. Quelle est la place de chacun à l'intérieur de la nation? Et mon intuition, c'est que le débat d'entre-deux tours sera un débat de qualité. Il sera très proche sur les grandes questions idéologiques et que finalement, ce seront deux types de chemins qui représentent deux types de cultures. Une culture traditionnelle plus républicaine de François Hollande avec l'idée du rassemblement, une culture plus de la responsabilité du chef, du Bonaparte qu'incarne Nicolas Sarkozy. Et je crois que finalement ce débat sera sans doute un débat de qualité qui ira
aux fondamentaux de l'imaginaire français actuel. Et le choix se fera d'autant plus facilement. Dernier mot, peut-être Marianne Monchamp, votre ex. Oui, la gauche et le candidat Hollande ont voulu dire aux Français qu'il y avait un peuple de gauche et un peuple de droite. Ils ont voulu dire que certains étaient intéressés par les questions d'ordre public et d'autres étaient intéressés par les questions sociales. La réalité, la vérité, le courage de Nicolas Sarkozy, ça a été de dire aux mêmes Français que les deux sujets sont indissociables. Et que pour construire la protection des Français, il faut leur proposer une France de l'ordre public, une France solide, une France du travail, mais aussi une France de la protection. Et ce discours de la vérité, je suis absolument convaincue qu'il sera tout l'enjeu, en effet, de ce deuxième tour, et qu'au bout de cela, les Français renouvelleront leur confiance à Nicolas Sarkozy. Personnalité contre personnalité, projet contre projet. Merci On peut conclure ainsi. Bernard Cazeneuve, Yannick Jadot, c'est oui, ça, ce qui est à venir. Mais si on pouvait parler des projets, et c'est dire la vérité sur ce qui s'est passé pendant 5 ans et dire la vérité sur ce qu'on peut faire dans les 5 prochaines années, on sortirait un peu des très beaux exercices de communication. Mais c'était un bel exercice. Merci à vous quatre. Bernard Cazeneuve, un tout dernier mot ou... C'est la fin de ce débat. Merci à Stéphane Rosès, merci à Marianne Monchamp, et merci. Et on va rejoindre Bernard tout de suite, si vous le voulez bien, depuis notre rédaction Caroline Deschamps, parce que à présent, pour cette campagne, tout se passe aussi. Messieurs, je suppose que vous tweetez beaucoup sur les réseaux sociaux. Caroline, la soirée se poursuit tard sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il précisément à cette heure-ci ? Alors Sonia, c'est un peu moins bouillonnant à cette heure-ci. Je vous propose un petit récapitulatif de ce qui s'est passé toute la soirée. On peut dire qu'avant l'heure, c'est l'heure sur Twitter, comme on s'y attendait. Les premières estimations ont été dévoilées dès 18h, 18h30 par les comptes suisses et belges et par un site de blogueurs français hébergé en Nouvelle-Zélande. Alors le parquet de Paris a immédiatement annoncé l'ouverture d'une enquête. Libération, le site de Libération qui avait annoncé qu'il divulguerait les résultats avant 20h, ne l'a finalement pas fait, de crainte des 75 000 € d'amende. En revanche, l'AFP a quant à elle donné les premières estimations à ses clients à partir de 19h15, ce qui a fait dire à Pierre Aski de rue 89, l'AFP qui donne les infos à ses clients et les Français qui s'informent en Suisse et en Belgique. Une loi vient d'imploser, c'était donc un bon bazar. Les tweetos légalistes et facetieux ont quant à eux détourné l'interdiction en utilisant des messages codés avec le mot-clé Radio Londres en référence au message de la résistance lancé par la BBC sous l'occupation. Et puis les candidats étaient donc désignés sous forme de métaphores, le flan, le nain ou encore l'omelette norvégienne. Et puis vint le temps des estimations officielles et Twitter qui se retrouve abasourdi par le score de Marine Le Pen, ce qui fait dire à Julie R, bon, je peux le dire maintenant, je suis bien honteuse pour mon pays. Marine Le Pen 20%, aucune victoire ce soir. L'intervention de Nicolas Sarkozy fait également réagir sur Twitter et notamment sa proposition d'organiser 3 débats. Versac écrit « Moi je veux un débat par jour, 12 au minimum ». Bruno Roger Petit tweet quant à lui 3 débats, il n'a plus que ça, c'est Rambo 5, Sarkozy. Alors sur la forme, les motards qui auront suivi les candidats tout au long de la soirée ont été largement commentés sur le réseau. Sylvain Zimmermann tweet avec ironie « Vive le sport » sur France 2, « Vive la moto ». Et puis je vous le disais tout à l'heure, les politiques ont finalement assez peu tweeté ce soir, trop occupés sur les plateaux télé. Mais il y a peu, Benoît Apparu écrivait, je le cite, « Maintenant les François doivent se poser une seule question, qui est le plus crédible pour gérer les 5 ans qui viennent ?» Un joli lapsus, l'heure peut-être d'éteindre son smartphone. C'est une question pertinente. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. Arnaud, de nouveaux invités éditorialistes nous ont rejoints. Absolument. Dernier plateau, 4 invités sont avec moi. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste aux Échos. À vos côtés, Gérard Leclerc, président de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Gilles Leclerc est en face de vous pour Public Sénat. Et avec nous, Denis Jambard, le retour, éditorialiste sur la chaîne parlementaire pour ce dernier plateau. D'abord, votre analyse pour clore peut-être, comment vous imaginez cet entre-deux tours? Les invités politiques nous disaient qu'il y avait un débat de fond, qu'enfin le débat allait commencer. C'est votre avis?
Bon, il y a déjà eu un débat quand même, non? Dire qu'il n'a pas commencé, je trouve ça bizarre. Ça fait même pas 1 an qu'on est quasiment en campagne. Le vrai match, disons. Alors oui, ce qu'il y a, c'est que cette fois-ci, il n'y a plus que 2 candidats, donc face à face, projet contre projet. Ça, c'est vrai, alors que jusqu'à maintenant, il y en avait 10. Mais le débat a commencé. Et c'est vrai que ça a été d'ailleurs une stratégie qu'a adoptée François Hollande très tôt, d'avoir un projet chiffré et quasiment de ne pas en bouger, quand Nicolas Sarkozy a enrichi de façon continue son projet. Donc là maintenant, en tout cas, il y a les 2 projets face à face, effectivement. Gilles Leclerc, quand Nicolas Sarkozy propose jusqu'à 3 débats, est-ce qu'il son objectif c'est de pousser François Hollande dans ses retranchements au cours de ces débats? Clairement, il y a un favori pour ces 2 finalistes. Ça n'est pas a priori le président sortant, donc Nicolas Sarkozy va prendre tous les risques, mettre une pression extrême et très forte vis-à-vis de François Hollande. Il propose 3 débats. Il va sans doute faire d'autres propositions dans les heures et dans les jours qui viennent. Donc moi j'ai l'intuition qu'on va assister à une campagne assez dure de la part de Nicolas Sarkozy, qui est en fait le challenger. Donc ça sera une campagne difficile, dure, et Nicolas Sarkozy fera tout pour que François Hollande éventuellement puisse commettre une faute. Jusqu'à maintenant, depuis les primaires jusqu'à maintenant, François Hollande, on peut discuter du fond, du projet, etc. Mais sur la gestion de la campagne, n'a pas commis de faute. Va-t-il tenir? Va-t-il céder à la pression que va lui faire certainement Nicolas Sarkozy? C'est la question de l'entre-deux tours. Guillaume Tabar, à droite, on espère encore un faux pas de François Hollande qui construit malgré tout sa solidité de jour en jour depuis 1 an et quelques qu'il est en campagne. Oui, c'est pas tant le faux pas, mais que faire la différence. C'est depuis le début de la campagne, Nicolas Sarkozy et ceux qui le soutiennent disent qu'en termes de personnalité, il y en a un qui a l'expérience de l'État, qui a une stature internationale que l'autre n'a pas, qu'il y en a un qui a une appréciation plus sérieuse, plus rigoureuse de la crise économique par rapport à l'autre. C'est ça que Nicolas Sarkozy veut faire apparaître. Mais je crois qu'au-delà, bien sûr, il y aura le choc des personnalités dans cette campagne. Mais l'un comme l'autre, et leurs déclarations respectives l'ont montré, ont compris qu'il y avait quand même ces 20% quasiment de Français qui avaient voté pour Marine Le Pen, et que au-delà de la simple question de l'arithmétique d'un candidat d'extrême droite, il y avait quand même l'expression d'une partie du pays. Et ce qui est frappant, c'est que personne ne l'avait senti. Bon, les sondages donnaient Marine LePen. Oui, en tout cas, sous-évalué. Les sondages donnaient Marine Le Pen entre 14 et 16%. Tout le monde s'est focalisé sur Mélenchon. C'est quand même sidérant de voir que pendant toute la campagne, on a dit regardez l'effet Mélenchon, la vague Mélenchon, la campagne joyeuse, la campagne réussie. Et dès qu'on parlait de Marine Le Pen, on disait mais elle a raté sa campagne, elle a fait l'erreur de partir sur la question économique. Donc il y a clairement quelque chose que personne n'a vu, ni les responsables politiques, ni les observateurs que nous sommes, il faut le reconnaître. Denis Jean-Bart, juste un petit mot sur le Front National. C'est un vote de protestation ou c'est un vote ancré, puisqu'on l'a pu l'entendre ce soir, il y a un ancrage sur ce vote? Moi, je pense qu'on va voir les analyses électorales, on va voir comment. J'ai l'impression qu'il y a une redistribution du vote du Front National et que, en effet, Marine Le Pen a élargi le territoire électoral de son père. Mais je pense aussi que dans ce vote, il y a un élément qu'on retrouve dans le vote sur tous les autres candidats, à l'exception naturellement de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y avait un caractère référendaire dans cette élection. Il y a un caractère référendaire pour ou contre Nicolas Sarkozy. 73% des électeurs ont voté contre Nicolas Sarkozy ce soir. Et, de l'autre côté, est-ce qu'il y a un vote d'adhésion pour François Hollande, selon vous? Il y a en tout cas 29% des gens qui ont voté pour François Hollande. Mais il me semble que c'est un élément moteur et ça renvoie à une série de sondages depuis 3 ans qui montrent que 2 tiers des Français ont une mauvaise opinion du chef de l'État. Et je crois que c'est un élément clé pour la suite du débat électoral et de cet entre-deux tours. Alors messieurs, on va poursuivre notre analyse. On va d'abord écouter la réaction de 2 candidats, Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon, justement à propos de la candidate lepéniste Marine Le Pen. Le score du Front National est une tache indélébile sur les valeurs de notre démocratie, une menace pour la République, un avertissement que chaque responsable politique doit entendre. J'appelle dès à présent toutes celles et ceux qui ont voté pour moi et au-delà, toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de la République à tout faire pour que notre pays sorte enfin du sarkozysme en se rassemblant autour de la candidature de François Hollande. Nous avons donc eu raison de concentrer notre campagne sur l'analyse et la critique
radicale des propositions de l'extrême droite. Honte à ceux qui ont préféré nous tirer dessus plutôt que de nous aider. Souvenez-vous pour toujours des noms de ceux qui ont refusé ce combat, ou pire, qui ont préféré relayer les arguments calomnieux et anticommunistes de l'extrême droite contre nous. Je ne sais pas ce que Marine Le Pen, le 1er mai, à midi, place de l'Opéra, va dire, mais moi je peux vous dire, et ça n'engage que moi, que j'ai du mal à choisir entre la peste et le choléra. Hein. Je sais que c'est pas transmissible sexuellement, hein, mais il n'existe pas de préservatif politique. Donc peut-être que je ferai vœu de chasteté, peut-être. Le sens de la formule. Marine Le Pen a annoncé qu'à midi le 1er mai, elle annoncerait quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez de cette déclaration? Qu'est-ce qu'elle peut dire? En tout cas, ce qui est évident, c'est que Marine Le Pen a tout intérêt à une défaite de Nicolas Sarkozy. Elle a dit, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un commencement. Elle a intérêt à ce qu'il y ait une déroute de l'UMP pour espérer une recomposition de la droite dont elle serait le pivot. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle peut y arriver autre chose? En tout cas, c'est son intérêt. Recomposer le paysage à droite. Marine Le Pen est déjà dans le 3e tour, c'est-à-dire évidemment les législatives. D'après tous les calculs que se livrent droite et gauche ce soir, on pourrait s'attendre avec un tel score à pas loin d'une centaine de triangulaires pour les prochaines législatives. Et donc, c'est ce qu'elle espère évidemment et ce que le Front National espère, c'est une possible recomposition de la droite. Il sera très intéressant d'ailleurs pendant cette semaine de voir quelle sera la ligne évidemment de Nicolas Sarkozy, mais aussi de voir les discours des autres responsables de la droite. On peut penser qu'il y aura des débats internes, parce que ce qui est en cause, évidemment, c'est dans le cas d'une éventuelle défaite de Nicolas Sarkozy, c'est est-ce que l'UMP va rester tel que ou pas? Alors, comme vous voyez à l'écran, j'insiste juste sur les reports de voix de Marine Le Pen selon Ipsos. Le FN, pour information, qui change de nom, enfin qui va changer de nom au groupe des Patriotes là, pour se lancer dans la bataille des législatives. Donc c'est aussi une stratégie de changement de nom. Gérard Leclerc. Il y a deux choses. Il y a Marine Le Pen et il y a l'électorat. C'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, l'électorat ne marche pas forcément au doigt et à l'œil. Elle, ce soir, très clairement, elle n'a donné aucun signe, pas le moindre petit signe dans le sens de Nicolas Sarkozy. Elle s'est présentée comme le parti du rassemblement des patriotes de gauche comme de droite, a-t-elle dit. Elle s'est présentée comme le parti de la résistance et elle a terminé par comme une formule assez incroyable. Elle a dit ce n'est qu'un début, continuons notre combat, ce qui est vraiment un slogan de la gauche et même de la gauche de la gauche. Donc elle n'a pas donné le moindre signe et Gilles a tout à fait raison. Son objectif maintenant, c'est la recomposition de la droite, jouer un rôle essentiel, majeur dans cette recomposition, et qui quelque part, pour qu'il y ait recomposition, il faut que ça passe par une défaite de la droite. Vouloir être la principale opposition à la gauche qui arrive libérale. Ce qui se passe dans les territoires, ce que disait Denis tout à l'heure. Cela dit, ça c'est Marine Le Pen. Ensuite, il y a son électorat. Bon, normalement, son électorat penche quand même plus vers la droite, et donc on peut imaginer qu'une majorité de l'électorat de Marine Le Pen ira sur Nicolas Sarkozy. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait seulement une majorité de l'électorat de Marine Le Pen. Il faudrait qu'il ait quasiment tout l'électorat. Tout au long de cette campagne de premier tour que nous avons tous animée ensemble, on nous avait dit que Nicolas Sarkozy a suivi la fameuse stratégie établie par son conseiller Patrick Buisson, qui est issu de la droite maurassienne. Comment aller plus loin que ce qui a été dit au premier tour? Avec quel nouveau quand même, il y a eu en effet ça, et puis par moments il s'est recentré. D'ailleurs, on sait bien que ça a provoqué des débats à l'intérieur de l'état-major et donc il a bougé. Et il a un peu désemparé son électorat d'ailleurs. Et on a vu l'oscillation des intentions de vote en fonction de ça. Mais moi je crois que, on le vérifiera après, mais on vit quand même un moment politique assez important. Je ne pense pas que le score de Mélenchon représente un séisme électoral. Il y a une extrême gauche ou une gauche radicale, disons, dans ces eaux-là traditionnelles. Tandis que là... Elle a progressé quand même, Jean-Bart. Non, elle n'a pas historiquement progressé. Quand vous regardez les élections depuis 20 ou 30 ans, elle n'a pas progressé. Elle est même plutôt par rapport à certaines périodes... Buffet, Besançon... Oui, voilà. C'est mauvais, fait la comptabilité. Mais en revanche, ce qui se passe à droite, c'est que peut-être on est en train d'assister à une vraie recomposition, à un mouvement de plaques. C'est-à-dire à droite. Voilà. Et naturellement, si Nicolas Sarkozy est battu,
dans quel état va se retrouver la droite parlementaire classique. Je me souviens tout de même qu'on entendait déjà ce discours-là. En 2002, on disait va-t-on assister à une recomposition de la droite? Elle n'a pas eu lieu encore à ce moment-là. Mais elle n'a pas eu lieu parce que Jacques Chirac a gagné. Voilà. Mais là, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de projet, et sans doute il y aura une UMP, une guerre des chefs et une UMP. Les deux finalistes vraiment dévastée à l'Assemblée. Les deux finalistes et les deux duellistes du premier tour sont François Hollande pour le PS et Nicolas Sarkozy pour l'UMP. Justement, Guillaume Tabar, il y a eu beaucoup d'attaques contre François Hollande et contre la gauche. Au début, il n'a pas dit la vérité. Ensuite, c'était le risque d'attaques spéculatives contre l'euro si la gauche arrive au pouvoir. Ensuite, c'était mais la gauche va avoir tous les pouvoirs. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? De nouvelles attaques? D'abord, d'attaques. Pour le moins, il y avait réciprocité dans les attaques. Je pense que l'anti-sarkozisme a été au moins assez violent pour employer un euphémisme que l'anti-hollandisme réciproquement. Bon, c'est vrai que... C'est bien de rétablir l'équilibre. Bon, c'est vrai que ça va être dur des deux côtés et que les critiques de l'UMP vont porter sur la personnalité de François Hollande. Bon, là, on va tout ressortir. Qu'est-ce qui leur fait croire que François Hollande ne va pas résister à ces coups de boutoir? Il a rien. Ça pourrait... les 2 dernières années, d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'il y a un match et lorsque l'issue du match est, je ne dis pas annoncé d'avance, mais en tout cas probable, prévisible, chacun se bat. Hein. Je veux dire que Ségolène Royal, elle s'est battue contre Nicolas Sarkozy, alors qu'on savait d'emblée que Nicolas Sarkozy allait gagner. Jacques Chirac a quand même dû faire un second tour face à François Mitterrand, alors que dès le soir du premier tour, il savait qu'il avait perdu. Bon, la politique, c'est aussi ça. Et il faut tenir le combat. Aller au bout. Hein. Et quelque part, Nicolas Sarkozy, je trouve que ce soir, il faisait quand même belle figure à la mutualité face à ses militants. Je veux dire il a repris son discours. On sent bien comment il va aussi lancer cet appel au Rassemblement national pour essayer d'élargir. S'adresser, non pas, on voit bien que et Nicolas Sarkozy et François Hollande ont tous les deux ce soir refusé des discussions d'état-major ou même des négociations avec les candidats. En employant le même terme, d'ailleurs, chacun, l'un et l'autre, le mot rassemblement. Tout à fait. Hein. Bon, François Hollande n'a pas tendu la main à Jean-Luc Mélenchon comme candidat, mais il a dit qu'il voulait rassembler toute la gauche, et même au-delà. Bon, Nicolas Sarkozy ne parlera pas plus à Marine Le Pen, et je pense même, peut-être pas à François Bayrou en tant que chef politique, même s'ils vont viser, bien sûr, l'un et l'autre, leurs électorats respectifs. C'est un peu chronique d'une victoire annoncée, c'est plus serré qu'il n'y paraît. C'est un peu ça, finalement, ce qui ressort. Enfin, il y a quand même 15 jours de campagne électorale, hein, donc il ne faut pas sous-estimer aussi ce qui peut se passer dans la tête des Français pendant 15 jours. Il y a un favori, mais un favori ne veut pas dire un vainqueur obligatoire. Donc cette campagne qui a démarré ce soir va être très importante, sans doute difficile, très dur pour les deux candidats. Et donc on va voir ce qui va se passer un petit peu dans les jours prochains. Mais il y a une véritable campagne électorale. On va ouvrir une parenthèse parce que l'élection française est aussi très suivie depuis l'étranger, notamment outre-Rhin. Il y a l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui titre ce soir « L'élection française, un supplice pour Merkel ». Si le candidat socialiste l'emporte, elle sera guettée par l'isolement sur la scène européenne. Ce qui est en jeu aussi, c'est le couple franco-allemand. Gérard ? Oui, absolument. Oui, enfin, le couple, c'est pas le couple lui-même. Il y a une vraie interrogation sur l'Europe. C'est indiscutable. Et d'ailleurs, donc François Hollande avait fait de la renégociation pour introduire la thématique de la croissance, un de ses grands thèmes de campagne. Et on a vu que Nicolas Sarkozy, lui aussi, tout à fait à la fin, a dit qu'il allait exiger que la BCE agisse davantage, la Banque Centrale Européenne, davantage pour la croissance. Donc effectivement, l'Europe est importante et présente dans cette campagne. Autrement, de façon plus générale, je pense que le deuxième tour, la campagne dans les 15 jours qui viennent va être d'autant plus dure que quelque part, il y a quand même des contraintes très très fortes et qu'il n'y a pas sur le fond du projet, c'est pas les mêmes projets, mais en même temps, du fait de la crise, finalement la voie est très étroite. Et donc c'est pas comme en 80 où il y avait vraiment deux projets différents entre François Mitterrand d'un côté, Valéry Giscard d'Estaing de l'autre. Là, je vous dis, les projets sont pas les mêmes, mais il y a quand même, je vous dis, de telles contraintes que finalement ils peuvent pas dire n'importe quoi. Et donc à partir de ce moment-là, le style des deux hommes, la personnalité, la façon de présenter son programme va jouer beaucoup. Hein, on a vu effectivement François Hollande ce soir qui a beaucoup insisté sur
sur le thème le rassemblement, le changement, etc. Voilà, c'est donc ça va être une campagne d'autant plus dure que sur le fond, c'est pas très aussi différent que d'autres. Un dernier tour de table pour terminer, Guillaume Tabar. Je crois que la question de l'Europe serait très importante et on va voir comment l'un comme l'autre finalement vont être à fond renversés par rapport à leur histoire politique personnelle. Souvenez-vous la célèbre une de Paris Match de 2005 lors du référendum sur la Constitution. En gros, c'était les deux défenseurs du traité européen et on leur avait beaucoup reproché d'avoir incarné cette France du oui qui était minoritaire en 2005. Là, on a vu, dès le premier tour, Nicolas Sarkozy se montrer très dur à l'égard de l'Europe, demander une renégociation de Schengen, réclamer à nouveau des frontières. François Hollande a mis sur la table la question de la renégociation, en tout cas d'un complément de rédaction du futur traité européen. Je suis prêt à prendre le pari que dans les 15 jours qui viennent, François Hollande va durcir le ton à l'égard de l'Europe et faire de sa volonté de renégocier le traité un véritable enjeu. Et je pense qu'il va le scénariser sous forme d'un bras de fer avec le reste de l'Europe. L'Europe sera au cœur de cet électorat. Un tout petit mot, Denis Jeanbart. Oui, il le fera d'autant plus que l'équilibre européen a beaucoup bougé. L'évolution de la crise qui continue à courir malheureusement a fait qu'un certain nombre de pays qui n'étaient que sur le thème de la rigueur et du traité qui avait été négocié, ont bougé. Prenons par exemple les Pays-Bas et même les Anglais aujourd'hui. Et pensent qu'il faut remettre un volet croissance. Et donc, en effet, Mme Merkel commence à ressentir une inquiétude. Si, en effet, François Hollande l'emportait le 6 mai, le rapport de force européen serait complètement modifié. D'autant que pour faire passer le traité, elle a besoin des socialistes allemands, dont on sait qu'ils se sont ralliés à la position de François Hollande. Le mot de la fin, Gilles Leclerc. Oui, juste pour rebondir, il y a en effet un enjeu, si on remonte un petit peu dans les années passées, c'est qu'on s'aperçoit au fond que l'électorat qui avait voté non au traité constitutionnel européen, on le retrouve en ordre un peu dispersé dans un certain nombre d'électorats. Si vous additionnez, même s'il faut faire très attention, les abstentionnistes, une partie des abstentionnistes, le score de Mélenchon, le score de Marine Le Pen, évidemment qu'il ne faut pas mélanger tous ces électorats, mais le point commun est sans aucun doute une défiance vis-à-vis de la construction européenne. Donc en effet oui, et là je confirme tout à fait, l'Europe sera au cœur, ça ne sera pas le seul thème, mais sera au cœur tout de même de cette campagne d'entre les deux tours. Merci Gilles Leclerc, merci Denis Jeanbart, merci Gérard Leclerc, merci Guillaume Tabar, entre deux tours passionnants évidemment. Restez avec nous, tout de suite les meilleurs moments évidemment de ce premier tour en images. Regardez, c'est maintenant. On disait le scrutin joué d'avance, les Français ont une fois encore fait mentir les sondages. Au siège du Parti Socialiste rue de Solferino à Paris, la circulation est fermée, ce qui n'empêche pas les militants de fêter les 29% de leurs candidats. On est très heureux parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait 3 points d'écart. Et puis on espère avoir vraiment le changement dans 15 jours. Le changement, c'est maintenant! Hollande en tête, Nicolas Sarkozy juste derrière avec 27% selon les instituts de sondage. La surprise est venue du Front National avec près de 20% des suffrages. Et cette fois, ce ne sera pas la faute aux abstentionnistes. Les Français ont choisi en toute connaissance de cause de placer Marine Le Pen sur la 3e place du podium à un score jamais égalé. Ce premier tour n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un vaste rassemblement des patriotes de droite comme de gauche, des amoureux de la France et des défenseurs de son identité. Tout naturellement, le Front National devient la première force d'opposition au socialisme. Place de Stalingrad à Paris, Jean-Luc Mélenchon découvre les résultats. Ça va être chaud. Malgré son bon score, il n'atteint pas les 15%. Lui qui avait cogné contre le Front National tout au long de la campagne n'a pas réussi et lance un appel à voter à gauche. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Au Modem, François Bayrou, plus isolé que jamais, reste fidèle à sa stratégie et s'oppose en arbitre. Mais le pourra-t-il avec 9% des voix? Il n'est pas sûr qu'il soit le faiseur de roi qu'il espérait. Dans son fief corrésien à Tulle, François Hollande peaufine son discours avant de prendre la parole vers 22 h et de sonner la charge pour le second tour. Pendant tous ces jours qui me sépareront du second tour, je continuerai à rencontrer les Français, à les mobiliser et leur dire la fierté qui est la mienne de conduire cette campagne et qui sera, s'ils en décident, la fierté de conduire le pays comme président de la République.
Fin stratège, Nicolas Sarkozy clôture la soirée. Devant plusieurs milliers de militants réunis à Paris, le candidat veut encore y croire. Sans perdre une seconde, il lance un défi à celui dont il disait naguère qu'il était nul. C'est pourquoi je propose que 3 débats soient organisés entre les 2 candidats, portant sur les questions économiques et sociales, sur les questions de société et sur les questions internationales. Les Français ont le droit à la vérité et à la clarté. Nul ne pourra se dérober. Nicolas Sarkozy, François Hollande, le duel tant prédit aura bien lieu. Le socialiste a une longueur d'avance sur le président sortant, mais d'autres pourraient venir perturber ce nouvel équilibre sorti des urnes et lorgne déjà vers les législatives de juin prochain. Voilà pour ce round-up. On arrive à la fin de cette nuit présidentielle sur les chaînes parlementaires, une nuit de débat et d'analyse. Merci Arnaud. Merci Sonia. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs dès demain, tôt, 7h30, pour encore l'analyse du débat avec Perrine Tarnot et Patrick Chêne. Patrick Chêne, évidemment. On vous souhaite matin. une belle soirée. À vous. Bonne soirée. Premier chiffre.